un détail qui est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture flamande, indubitablement. C'est donc l'un des plus grands tableaux de Van Eyck, aujourd'hui conservé à la National Gallery. Et comme entendu, ce tableau est, très partiel, donc vous l'expliquerez, parce que c'est un tableau extrêmement mystérieux, plein d'énigmes, plein de sens cachés, et vous verrez un tableau beaucoup plus fascinant même qu'il y paraît à premier abord. Voilà donc l'entier de ce tableau, qui est certainement l'un des 30 tableaux les plus importants de la National Gallery. Le fameux donc dit Mariage de Giovanni Arnolfini, marchand de Lucca, fixé à Bruges, et donc à Bruges par Van Eyck, dans les années 1434-36, à peu de choses près. Mais on garde surtout tout ce qui est la symbolique de ce tableau-là pour tout à l'heure. Alors, nous avons donc complètement changé de latitude. Nous étions au sud et en Italie jusqu'à présent, et cette fois-ci, nous voici au nord et en Flandre. Par conséquent, il est utile, je crois, de faire un tout petit peu d'histoire pour situer un peu ce bassin flamand, sans entrer dans trop de détails, parce que j'aimerais surtout vous montrer les Van Eyck, c'est une évidence, mais j'aimerais quand même venir à cette définition des Flandres, parce que je constate qu'en règle générale, tout le monde sait qu'il y a des Flandres, mais personne ne sait très bien où elles sont. Soyons francs, on englobe un petit peu tout là-dedans. Alors, il se trouve que c'est extrêmement défini, extrêmement circonscrit, et surtout à l'époque qui nous intéresse, donc autant savoir de quoi on parle. Je vous rappelle que les Flandres ne sont pas une région géographique du tout. C'est une région historique. Autrement dit, que ce que l'on appelle aujourd'hui encore les Flandres a été formé en fait par l'histoire, mais pas du tout pour une fois par des estuaires, des rivières ou des montagnes. C'est donc un pays taillé par l'histoire, qui se trouve, comme chacun sait, au nord-ouest de l'Europe tout de même, et plus précisément qui s'étend de la mer du Nord jusqu'aux Bouches de l'Escaut et de l'Artois. Autrement dit, mer du Nord, Bouches de l'Escaut, Bouches de l'Artois forment cette espèce de grand trapèze que l'on appelle les Flandres. Les Flandres comprennent donc une partie de la province néerlandaise de la Zélande, deux provinces belges, les Flandres orientales et les Flandres occidentales, et un bout de France, le département du Nord. Autrement dit, les Flandres, c'est aujourd'hui trois pays. La Hollande pour la Zélande, la Belgique pour les deux départements, donc Flandre orientale, Flandre occidentale, et la France pour ce qu'on appelle encore le département du Nord. Et cela a été, depuis l'aube des temps jusqu'à il n'y a pas très longtemps, une entité culturelle et historique en soi que l'on ne désignait pas autrement que de ce nom de Flandre, qui est un très vieux mot, un très vieux nom. Il apparaît dans les premiers documents en latin vulgaire au IVe siècle déjà. Et il semble que ce Flandrea, avec la N-D-R-E-A, Flandrea, soit une latinisation de Flach-Erden, terre plate, qui désignait, définit, si vous le voulez, cette fois-ci géographiquement, le type de région que recouvrent les Flandres. Donc, les Flamands auraient dit, dans l'époque romaine du Bas-Empire, Flach-Erden, les terres plates, et les Romains en auraient fait donc Flandrea, qui est déjà un pluriel. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que cette région, dans la haute antiquité, était occupée par les Celtes, et que César est le premier à avoir décrit géographiquement cette région historique de Flandre, en distinguant bien ceci, que à l'est se trouvait une tribu celte qui s'appelle les Ménapiens, Ménapiti, dans la guerre des Gaules, et à l'ouest se trouvaient les Morins, Morani, mais que ces deux tribus étaient bel et bien des tribus celtes. Donc, à l'origine, et cela pour la culture et la langue sera très important, les Flandres sont donc celtes, leur entité de base est celte. César non seulement décrira les Flandres, mais les conquérera, et vous savez qu'il les inclura dans ce grand département, ou province si vous préférez, qu'on appelle la Belgia Secunda, la deuxième Belgique. Cette deuxième Belgique définit les frontières de ce qu'on appellera encore dans notre Moyen-Âge les Flandres, dans la guerre des Gaules déjà, et cela sur la plume, ou plus exactement le stylet de César. L'histoire des Flandres telle que nous les connaissons,
j'entends par là en arrivant au Moyen-Âge, qui est la grande époque, commence en 862. Donc vous voyez très tôt. En 862, le roi Charles le Chauve décide de faire de cette province des Flandres un comté, il érige donc les Flandres en comté, histoire de nantir en apanage celui qui est son gendre, Baudouin Ier, surnommé Bras de Fer. Donc, jusqu'alors, les Flandres étaient une forme, si vous le voulez, de république oubliée, je dirais, et Charles le Chauve, en 862, en fait un comté. Et c'est dès l'instant où la Flandre sera comté, dès l'instant donc où il y aura, si vous voulez, une thèse directrice et donc des intérêts dynastiques, qu'elle commencera le prodigieux essor qui sera le sien. Mais je vous fais remarquer que c'était un peu le danger de l'affaire au cours des siècles qui vont suivre. Ce très puissant et très riche comté de Flandre aura vassalité des deux côtés, en fait, de ces exutoires. Les Flandres seront vassales de la France, les Flandres seront vassales des empereurs allemands. Autrement dit, c'est toujours entre les deux têtes fondamentales du Moyen-Âge qu'il faut situer, un peu oscillant, je dirais, les intérêts de la maison de Flandre. À partir du XIIe siècle, on avance comme vous pouvez voir, les Flandres, qui jusqu'alors ne veulent pas intéresser grand monde, c'était plat, c'était un peu marécageux et on n'y mangeait pas trop bien, à partir du XIIe siècle, les Flandres prennent un essor formidable, surtout par l'économie et le commerce, comme toujours décidément. Le commerce, ce sera d'importer de la laine venue pour part d'Angleterre, pour part d'Espagne, donc d'aller chercher vraiment aux deux tenants de l'Europe la meilleure laine, commerce, et ensuite industrie d'en faire du drap. Et le drap de Flandre sera en fait la base fondamentale d'une économie qui sera formidablement florissante. Ce qui veut dire donc que dès le XIIe siècle, dès que les cités de Flandre mettent en place leur grand métier textile, la Flandre s'enrichit et dès lors elle commence à être convoitée, à savoir que les deux suzerains, roi de France d'un côté, empereur allemand de l'autre côté, ne vont cesser de chercher par alliance, contre-alliance, trahison d'alliance, démenti d'alliance, à mettre la main sur ce royaume, c'est un royaume sans compter, excusez-moi, mais sur cette espèce d'empire économique, c'est on peut le dire, d'empire économique extraordinairement important. L'apogée de cette époque-là se situe au moment où le comte de Flandre, Baudouin, participera à la 4e croisade et se retrouvera, parce qu'il faut lui faire plaisir, empereur de Constantinople. Et vous savez que ce sera la première de ces marques extraordinaires d'honneur, mais qui sont un petit peu des somnifères, je dirais, dont on gratifiera nos comtes de Flandre de façon à mieux ensuite ramasser les miettes de leur prospérité. Et en fait, pendant tout le Moyen-Âge, sous Philippe Auguste, sous Saint-Louis et plus tard sous Philippe le Bel, les Flandres passeront de main à main, de couronne à couronne, de tête à tête, dirigées qu'elles seront par un certain nombre de familles dont j'ai mis les noms là-bas parce qu'ils sont quand même importants, la maison d'Avesnes, la maison de Dampierre, la maison de Nevers et la maison de Malle seront tour à tour, en fait, nommés, si vous le voulez, comtes de Flandre par les rois de France et se succéderont ainsi sur ce qu'on peut appeler bel et bien un trône. L'événement important, parce que ça aurait pu durer longtemps cette histoire-là, l'événement important c'est 1384, parce que là, il y a vraiment le nœud de l'histoire et du destin des Flandres. Le dernier représentant de ces dynasties oscillantes, comme on pourrait les appeler, les Avesnes, les Dampierre, etc., le dernier représentant de ces dynasties, Louis II de Malle, meurt, c'est pas un jeu de mots, je m'en excuse, sans descendance mâle. C'est comme ça. En fait, il n'aura qu'une fille. Or, cette fille, qui s'appelle Marguerite, était l'épouse de Philippe le Hardi, dont vous savez qu'il est duc de Bourgogne. Les Flandres vont donc passer, et ce sera pour toute l'histoire de notre Moyen-Âge un acte d'une importance extrême, dans la corbeille déjà grasse de l'apanage de Bourgogne. C'est donc à partir de 1384, avec cette dot des Flandres, que les ducs de Bourgogne deviendront les puissantissimes seigneurs qui pourront s'opposer, rivaliser et même parfois terrasser les rois de France. Et c'est exactement à cette époque-là que se situe notre
décor. C'est pas en 1384, je veux bien, mais c'est sous le plus puissant, en même temps que le plus grand, le plus fastueux, le plus cultivé, le plus mécène de tous les ducs de Bourgogne. C'est sous Philippe le Bon que se situe toute l'aventure de Van Eyck. Philippe le Bon, descendant donc de Philippe le Hardi, dont on a parlé tout à l'heure, premier duc de Bourgogne et comte de Flandre, Philippe le Bon est né en 1419, il mourra en 1467, c'est donc exactement les années Van Eyck, les années de toute la grande architecture, la grande sculpture, la grande joaillerie et surtout la grande peinture flamande. C'est l'époque de Van Eyck, Van der Weyden, Petrus Christus, Hugo van der Geest et tous les personnages dont j'aurai à vous parler ce soir. C'est donc vous dire que les Flandres ne sont plus simplement une province quelque part dont on ne sait pas très bien si elle est rattachable à la France ou à l'Allemagne, c'est plus l'époque des Flacht et Erden, ça n'est même plus l'époque du grand commerce et de l'industrie, c'est l'époque où les Flandres sont l'épicentre de toute la vie culturelle du nord de l'Europe, car, et le duc en a voulu ainsi, Philippe le Bon veut que sa bonne ville de Bruges puisse rivaliser en splendeur avec Florence ou avec Venise ou même avec Rome. Donc une époque où véritablement les immenses moyens à la disposition du duc permettront à ces villes, Bruges, Gand, Malines et d'autres encore, de devenir vraiment des phares de notre Occident. Et donc, comme je vous le disais, maintenant qu'on restreint le champ à lui, c'est là-dedans que naît, vit et meurt Jan Van Eyck. Donc je pensais que c'était important de vous rappeler ce qu'étaient les Flandres, comment elles étaient nées, quelques-uns des actes importants, et notamment cette fameuse passation de pouvoir à la Bourgogne, de vous rappeler aussi tout le climat de splendeur que les ducs de Bourgogne prétendaient faire régner dans toute l'Europe, et donc les moyens énormes qui, pour assouvir ce sens de la splendeur, ont été apportés par l'apanage flamand. Maintenant, on en a fini avec l'histoire, et nous arrivons à Van Eyck. Je vous dis tout de suite, on sait très peu de choses de la vie de Van Eyck. On connaît un petit peu les artistes du Sud, vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte, semaine après semaine, depuis Duccio jusqu'à Pierre la Francesca, je crois, oui, enfin bref, on les connaît un peu, grâce à Vasari, il faut bien le dire. Les Flamands n'ont jamais eu leur Vasari. Donc en fait, c'est en allant chercher dans des cartulaires et dans des archives que lentement et très sporadiquement, en fait, les historiens d'art peuvent faire jaillir comme ça un événement ou l'autre. Donc, ce que je vais vous dire, c'est à peu près tout ce que l'on sait à l'heure actuelle de la question Jan Van Eyck. La date de sa naissance n'est pas connue. On pense aux environs de 1390. Environ de 1390. En tout cas, dans la province flamande du Limbourg, donc, si vous le voulez, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas orientaux. Plus précisément, on avance peut-être le nom de la ville, petite ville de Maaseik, ou peut-être même la plus grande ville de Maastricht. Mais ce ne sont que des hypothèses, ni dans l'une ni dans l'autre, il n'est prouvé de présence ou de naissance de Jan Van Eyck. Mais il y a beaucoup de Van Eyck, et à Maaseik et à Maastricht, donc c'est vraisemblable, l'une ou l'autre de ces deux villes. Il n'est pas le seul enfant de son mystérieux papa et de sa mystérieuse maman, car nous ne savons rien d'eux. Il y a un frère aîné qui s'appelle Hubert et qui est peintre aussi. Et il y a même un frère cadet qui s'appelle Lambert et dont nous ne savons même pas quel métier il a exercé. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est le frère cadet de Hubert et de Jan et qu'il récolte les héritages à la fin, car en fait, il survivra à ses deux aînés. Nous ne savons même pas ce qu'il faisait. Donc, trois personnages. Et si vous permettez, je n'entrerai pas trop dans l'éternelle question qui a passionné l'histoire de l'art jusqu'à il y a un certain temps. Est-ce que c'est Hubert? Est-ce que c'est Jan? Est-ce que c'est Jan? Est-ce que c'est Hubert? Est-ce que la main gauche est de Hubert et le pied droit est de Jan? Ce sont des choses dans lesquelles les historiens d'art se sont beaucoup amusés, jusqu'au jour où ils ont découvert que, à peu près le jour où Jan a fait son premier tableau, Hubert avait fait son dernier tableau et reposait en Terre Sainte, autrement dit, était mort. Donc, maintenant qu'on sait que Jan succède à Hubert, le problème de cette fraternité n'est plus trop important. La première date concernant Jan Van Eyck que je puisse vous donner, c'est 1422. Donc, vous voyez qu'il est déjà, si j'ose dire, vieux. Il a 32 ans. Pour une première date d'apparition dans l'histoire de l'art, c'est pas jeune. Mais
en 1422, il est attesté, et pour la première fois par des documents irréfutables, en tant qu'artiste à la cour de Jean de Bavière, comte de Hollande, celui qu'on appelle Jean sans pitié, parce que c'est un personnage très amusant et très recommandable, disons bien, lequel tient une cour médiévale encore, mais brillante déjà, dans la ville de La Haye. Et nous savons que Jan van Eyck, le jeune Jan van Eyck, est donc à la cour de ce Jean de Bavière. Et c'est pour Jean de Bavière qu'il signait sa première œuvre. Ce sont des miniatures, sublimes d'ailleurs, miniatures d'un livre d'heures qu'on appelle aujourd'hui les œuvres de Turin. Ces œuvres de Turin ont été photographiées pour la première fois en 1906. Nous possédons ces photos et l'examen de ces photos nous a permis de savoir, de découvrir, de déduire en tout cas que 7 des grandes compositions en pleine page étaient les premières œuvres de Jan van Eyck. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que depuis on n'a pas mieux édité ça? Eh bien c'est tout simplement que si le miracle n'avait pas voulu qu'en 1906 on les photographie, nous n'aurions rien. Car en janvier 1907, la bibliothèque de Turin a brûlé et les œuvres ont disparu à tout jamais. Il ne nous reste que les photographies de 1906 pour attester en fait du premier génie de Jan van Eyck. Et tout à l'heure, je vous montrerai un document à ce propos-là. Puis, toujours à la cour de Jean sans pitié, nous verrons que Jan van Eyck a œuvré un petit peu dans la peinture, une toute petite première peinture, un Saint-François recevant des stigmates, puis une petite deuxième peinture, une Vierge dans un intérieur d'église. Donc, on a au fond 3 groupes d'œuvres, les œuvres de Turin, de Saint-François et la Vierge. Et si j'en parle en les groupant, c'est que les 3 montrent le même métier, et c'est intéressant. Jan van Eyck est nettement formé comme miniaturiste, nettement. Ce qu'on lui a donné comme métier, c'est un métier d'une incroyable finesse, d'une incroyable précision, d'une incroyable minutie. C'est le métier d'un enlumineur, ça n'est pas le métier d'un peintre. Et nous verrons que c'est au moment où il quitte la cour de La Haye qu'il va trouver enfin une clientèle qui comprendra l'ampleur de son génie et le laissera peindre à proprement parler et pas se restreindre à ce chant extraordinairement court qu'est le chant d'une page de livre. Naturellement, maintenant il faut que vous voyez surtout, j'étais en train de vous dire, voilà une des toutes premières œuvres de notre Jan van Eyck. C'est donc en fait une photographie de 1906 recoloriée que vous avez là, et recoloriée en 1900, bon j'imagine bien en 1906, mais à la main, le document a été colorié, c'est donc aussi près que possible de l'original, j'imagine, mais pour nous c'est précieussime, parce que nous n'aurions pas ça, nous n'aurions rien. Il ne reste pas une cendre des trésors des livres enluminés de la bibliothèque de Turin. Alors, l'enluminure est très amusante, elle représente en fait une partie de chasse, une partie de pêche, excusez-moi. D'un côté, le clan des hommes, de l'autre côté, le clan des dames, au milieu, une rivière, et vous voyez que tout le monde est en train de pêcher. À l'arrière se trouve une vue que l'on reconnaît comme étant une vue du La Haye de cette époque-ci. C'était le château de Jean sans pitié que vous avez là. Alors, cela montre tout de suite une formidable élégance, en même temps qu'une formidable aisance dans le maniement du pinceau, bien sûr, mais dans un métier, vous voyez, qui est vraiment un métier de miniaturiste, évidemment, très fin, très délicat, comme le voulait la tradition de la fin du gothique, avec d'ailleurs encore des éléments gothiques extrêmement nets, par exemple, dans l'immensité des traînes, dans le côté très aigu, par exemple, des drapés ici, ou encore mieux peut-être dans le traitement des chiens, qui sont traités exactement comme dans les marges des manuscrits du XIVe, voire même encore du XIIIe siècle. Donc on a un Jan van Eyck au fond très traditionnaliste, superbe de métier, je dis bien, mais très traditionnaliste de facture. Ça, c'est donc cet original, entre guillemets, turinois. Je signale à ceux qui aiment aller au fond des choses que le cabinet des dessins du musée du Louvre possède une copie, semble-t-il d'époque et d'excellente qualité, de 6 des enluminures de Van Eyck, mais qui ne sont pas de sa main. Donc, autrement dit, le livre a dû tellement frapper que tout de suite, Jean sans pitié, en a fait faire une copie. Celle-ci est sauvée et par destin, comment dire
ça, comme d'habitude, croisé. Elle a fini au cabinet des dessins du musée du Louvre. Mais ça, c'est donc la photographie de l'original absolu. J'ajoute peut-être, parfois que ça en vaut la peine, qu'un historien d'art célébrissime, M. Panofsky, très passionné, vous le savez, de iconographie, a établi qu'en fait, Jan van Eyck aurait dû se faire taper sur les doigts en signant cette miniature, car elle a nettement un sens satirique et politique. En effet, Jean sans pitié était l'époux que s'était choisi en second Jeanne de Bavière, que vous avez ici. Donc l'idée de la pêche au mari serait une façon de stigmatiser la, entre guillemets, légèreté politique de cette Jeanne de Bavière qui a passé une vie entière à essayer de donner à sa maison, la maison de Bavière, un statut, si possible royal, voire impérial, en s'appuyant sur des maris à choix, dont Jean sans pitié a été l'un des plus illustres. Toujours est-il, voilà la première œuvre de Van Eyck que je puisse vous montrer. Et voilà la deuxième œuvre de Van Eyck. On passe donc à une autre technique. C'est vrai que ça n'est plus une feuille de livre. C'est fait sur un petit panneau de bois. C'est peint, en l'occurrence, à l'huile. Mais vous remarquerez que c'est haut de 31 cm. Alors, vous remarquerez que ce qui compte encore pour ce très jeune Van Eyck, c'est de montrer le caractère illimité de la minutie de sa peinture. Je veux dire par là que l'architecture de cette église, la perspective de cette église, nous donne des colonnettes qui sont mais incroyablement minces, vous pouvez penser, dans l'état original. Tout le tableau, c'est ça, en fait. Dans l'état original, ce sont des cheveux, véritablement, de ces colonnes-là. Et pourtant, avec le métier formidable qui est le sien, métier de la page, métier de la plume, il arrive à maîtriser l'huile et à créer une œuvre dont vraiment, je n'ose pas dire qu'elle est géniale, non, mais elle nous montre en tout cas un métier et un sens de la tradition qui est absolument extraordinaire. Mais je peux dire que Jan van Eyck est encore à naître, il lui reste encore à naître. Alors cette petite vierge-là a été faite pour l'oratoire de Jeanne de Bavière, sa patronne, si on peut l'appeler ainsi, et elle se trouve aujourd'hui à Berlin. Et à la même époque, mais semble-t-il pour un client privé, certainement un des courtisans de Jean sans pitié, il peint ce Saint François recevant les stigmates, qui en fait, essayez de regarder le faisceau de ma lampe, doit pas être plus grand que ça. C'est 12 cm de hauteur et 16 cm de largeur. Donc c'est formidablement agrandi, et si j'insiste tellement, c'est vraiment pour vous montrer que cette troisième œuvre est encore une miniature transposée sur bois. Très évidemment, ce que le patron qu'est Jean sans pitié demande à Van Eyck, c'est de montrer la perfection de son métier. Cette petite œuvre-ci se trouve aujourd'hui à Philadelphie, au musée des Beaux-Arts. Mais vous voyez que ça supporte l'agrandissement complètement démesuré et fou, qui est celui dont vous bénéficiez maintenant, mais c'est une œuvre complètement confidentielle. Ça a la grandeur d'une carte postale. Tenez, c'est à peu près cela, en fait, dans l'original. Et je pense que Van Eyck aurait été amené à devoir continuer dans ce type de métier-là, parce qu'on aimait ça, parce qu'on lui demandait ça, parce qu'on le limitait à ça, s'il n'avait pas eu, au fond, la chance de changer de cour. Il faut dire d'abord que la cour de Jean sans pitié, cette fameuse cour de La Haye, était une cour brillante, mais encore très médiévale, et que le vouloir de Jean sans pitié était absolument, comment vous dire, tsariste. Je veux dire, il n'y avait de réalité que dans ce qu'il ordonnait. Et de grandes difficultés ont surgi entre Van Eyck et lui. Van Eyck n'en pouvant plus de s'user les yeux sur des timbres-postes de plus en plus grands, il s'est échappé donc de la cour de La Haye et il est allé rejoindre en fait son frère Hubert qui résidait à Bruges. Et en fait, il va passer d'un patron à l'autre. Ayant quitté Jean sans pitié, il entrera au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et c'est cela qui va permettre la naissance, la vraie naissance, de ce prodigieux génie de la peinture qu'est Jan van Eyck. Donc vraiment, j'ai insisté un peu sur cette période de formation parce que c'est important de voir que le métier de Van Eyck sera jusqu'à la fin un métier fabuleux. Il peint comme on n'a jamais peint, il dessine comme on n'a jamais dessiné, parce qu'encore une fois, sa main est faite à des choses aussi incroyablement minutieuses que ce que vous venez de voir, mais il ne supporte plus la petitesse de ces fameux supports, il a envie de
vraiment faire éclater son espace, d'où cette fameuse fuite à Bruges et cette mise sous la protection de quelqu'un de plus puissant que Jean sans pitié, c'est le duc de Bourgogne. Alors évidemment qu'avec l'ombre du duc de Bourgogne sur lui, personne ne pourra venir le réclamer ni lui faire le moindre ennui. Et donc il reçoit de Philippe, le duc de Bourgogne, le titre de peintre ordinaire et valet de chambre. Et ce fameux titre de valet de chambre qui fait toujours un peu sourire, je vous rappelle qu'il fait régulièrement partie de l'apanage des peintres bien cotés en cour, parce que cela permet aux seigneurs d'utiliser les peintres à peindre, mais aussi à des tas d'autres choses. Beaucoup plus tard, Velázquez sera aussi valet de chambre, ce qui lui permettra de jouer le rôle d'ambassadeur. Rubens sera valet de chambre, ce qui lui permettra aussi d'aller traficoter dans la diplomatie de droite et de gauche. Eh bien, sachez que Jan van Eyck sera, sous le titre de valet de chambre, également chargé de missions diplomatiques, dont celle d'aller marchander au Portugal le mariage de la princesse de Portugal et du duc de Bourgogne. Donc lui aussi, si vous voulez, a trempé dans cette espèce de double vie politique et culturelle dont il sera, jusqu'à la fin de ses jours, un des grands représentants. Nous savons, parce que là c'est précis, on est en Flandre, il y a des chiffres, nous savons quel est son salaire, il gagne en fait 100 écus parisis par mois. Alors, je dois vous dire, c'est bien difficile de savoir ce que cela fait aujourd'hui, mais je peux vous dire, et ça me paraît intéressant, qu'un sculpteur de cathédrale à la même époque, qualifié, nommé donc un maître, gagnait entre 7 et 9 écus. Autrement dit, c'est beaucoup. Jan van Eyck avait un très beau salaire. En plus de ça, il a le droit à un cheval, il a droit à une chambre, il a droit au couvert, il a droit à un domestique, lequel portera même livré au besoin. Donc c'est dire que ce très jeune artiste qui n'a encore fait aucune preuve que ces petites choses merveilleuses mais gentillettes a vraiment toute la confiance de Philippe le Bon et véritablement, si vous voulez, il va s'étaler maintenant dans son génie. Bien. Alors, cela étant, nous allons aborder, si vous voulez bien, sa première commande et sa première œuvre importante, et cette œuvre-là, ce sera le polyptyque de l'agneau mystique. Au fond, le plus grand chef-d'œuvre, en tout cas en mètre carré, c'est l'œuvre la plus importante, se trouve être la première œuvre de notre Van Eyck. Il la terminera en 1432. Avant de vous le montrer, j'aimerais simplement que vous regardiez encore un petit peu ce Saint François pour prendre conscience de quelque chose que j'aimerais développer en quelques minutes, si vous voulez bien, c'est la technique, car cette technique-là, vous ne l'avez jamais vue. Enfin, bien sûr, vous l'avez vue tous les jours, mais je veux dire, dans le cadre de ce cycle-là, nous n'avons encore jamais parlé. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était en fait de la tempéra sur bois. Autrement dit, cette peinture très mate que les Italiens avaient particulièrement affectionnée. Tandis que ce langage de la ligne beaucoup plus sinueux, beaucoup plus souple, ce langage de la couleur beaucoup plus riche, en même temps que beaucoup plus fondu, c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous. Enfin, dans le cadre de ce cours, je dis bien, c'est la peinture à l'huile, dont je voudrais, je répète, dire maintenant quelques mots. Vous savez que Van Eyck passera et passe encore aujourd'hui, à tort, pour l'inventeur de la peinture à l'huile. Donc, en venant ici, vous deviez bien vous attendre à ce qu'une bonne fois, je vous parle un petit peu de cette fameuse peinture à l'huile. L'invention, ou plutôt la paternité de la peinture à l'huile à Van Eyck, c'est la faute à Vasari. Je m'explique. Dans ces fameuses vies, Vasari est arrivé au chapitre Antonello de Messine. On a vu Antonello de Messine, vous vous souvenez, mardi passé, et il s'est trouvé qu'il avait peu à dire, parce qu'il connaissait au fond très mal. On connaît encore aujourd'hui très mal Antonello. Alors il s'agissait de broder un peu. Je vous rappelle qu'Antonello a utilisé la technique de l'huile tout simplement parce qu'à l'époque d'Antonello, des peintres flamands venaient déjà en Italie et révélaient déjà leur technique. Alors pour étoffer son chapitre Antonello, Vasari nous raconte que, fou de jalousie devant les possibilités de la peinture flamande à l'huile, Antonello serait parti de son Messine natale jusqu'à Bruges
serait entré chez Van Eyck, lui aurait volé tous ses secrets et serait revenu les révéler à l'Italie. Ça permet 4 pages, comme les vies doivent avoir 10 pages dans la première édition, vous voyez que c'était toute bonne affaire. Et depuis ce moment-là, comme on croit Vasari, comme on croit la Bible, on a bel et bien raconté que Van Eyck avait inventé la peinture à l'huile, ce qui est complètement faux, je peux vous dire, elle existait déjà en germe à peu près un siècle avant lui. Mais il est vrai tout de même qu'il l'a perfectionné. Il est vrai que par l'intérêt qui était le sien, on le disait un peu chimiste, c'est-à-dire à l'époque un peu alchimiste, il est arrivé à perfectionner la technique et à lui donner en fait son, comment vous dire ça, son état dernier. Alors, jusqu'à Van Eyck, un peu de technique ne nous fera pas de mal, j'ose espérer, jusqu'à Van Eyck, cela étant valable pour toute l'Europe, les pigments, c'est-à-dire la poudre de couleur, étaient régulièrement mélangés avec de l'œuf et, pour lier le tout, de la colle d'origine animale, colle d'os la plupart du temps. Donc pigment plus œuf plus colle d'os était en fait peint sur le support de bois recouvert bien entendu d'une couche de stuc. C'est le cas de tous les primitifs de l'école flamande, allemande, bohémienne, ou que sais-je encore. Tout le nord de l'Europe a peint comme ça pendant tout le Moyen-Âge. À l'époque de Van Eyck, on a ajouté tout simplement un élément, c'est l'huile. Et au départ, juste avant Van Eyck, on peignait donc sur le bois recouvert de stuc avec des pigments en poudre mélangés à de l'œuf et de la colle d'os, sur quoi on ajoutait un vernis. Ce vernis est en fait d'huile de lin ou d'huile de noix ou d'huile de lin et de noix mélangées. Autrement dit, on arrivait à réchauffer la peinture, lui donner, si vous voulez, une intensité et une somptuosité particulière en vernissant un tableau de technique parfaitement traditionnel avec de l'huile, encore une fois, de lin ou de noix, ou les deux mélangés. Et l'idée de Van Eyck, et c'est là que ça devient intéressant, l'idée de Van Eyck, c'est de s'être dit, mais au fond, pourquoi ne pas mélanger au départ mon pigment, toujours avec mon œuf et ma colle d'os, puisque la tradition le veut ainsi, mais aussi avec l'huile. Et il s'est rendu compte en fait que les peintures séchaient plus vite, jaunissaient moins vite, le vernis en surface jaunit, comme vous le savez sans doute, terriblement. C'est ce qui a donné ces magnifiques couleurs ambrées à tous les Titiens, des Tintoret et les Véronèses qu'on est en train de passer à l'Ajax dans tous les musées du monde à l'heure actuelle et qui perdent leur or qui faisait s'évanouir de bonheur M. Ruskin, mais ça c'est une autre affaire. Donc l'idée de Van Eyck, idée extrêmement audacieuse, c'est de mélanger accru l'huile déjà dans la matière à peindre. Et donc d'avoir une matière beaucoup plus ductile, beaucoup plus souple, et qui surtout permettait, si vous le voulez, des superpositions de couleurs infiniment plus intéressantes. Et la technique de Van Eyck sera de plus en plus d'utiliser beaucoup d'huile, beaucoup de liant d'ombre et très peu de couleurs pour en fait garder à ces couleurs une transparence absolument proverbiale. Je m'explique parce que c'est assez difficile. Pour arriver à un rouge foncé, Van Eyck utilisera un rose qu'il déposera en couche, jusqu'au moment où ce rose sera devenu rouge. Mais là où il lui faut un petit accent de blanc qui indique par exemple un modelé, ce rouge alors se module en rose de façon absolument extraordinaire et lumineuse. Est-ce que c'est à peu près clair? Donc au fond, il arrive au foncé par une succession de clairs. Et non pas comme les peintres plus tardifs le feront, partant du foncé, arriver au clair en mettant du blanc dedans, ce qui plombe le tout et enlève toute transparence. C'est peut-être plus clair maintenant. Autrement dit, pour passer d'un noir à un blanc, il ne faut pas mettre du noir et rajouter du blanc, il faut mettre tellement de blanc que ça finit par faire du noir. Aussi paradoxal que ça ait l'air d'être, mais au moins je pense que la formule est claire. Et c'est ce qui donne à ces tableaux de Van Eyck cette espèce de lumière intérieure. On a vraiment l'impression qu'il y a une forme de lumière intérieure. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous en ai parlé maintenant? C'est tout simplement parce que, en 1432, quand il achèvera ce premier chef-d'œuvre qu'est le Polyptyque de l'agneau mystique, toute sa technique sera au point, et absolument au point. Autrement dit,
de son métier de miniaturiste qu'il oublie à partir de, comme je l'ai dit, 1424-1425, en changeant de cours, à 1432 où il termine son premier chef-d'œuvre, tous les travaux qui font de lui le plus grand des chercheurs, en même temps que le plus grand des techniciens de la peinture au monde, tout cela est fait. En moins de 7 ans, il sera le plus grand générateur de la peinture de toute l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez, donc je tenais à l'indiquer. Alors, pour que vous vous rendiez compte des possibilités que tout cela donne, je voulais simplement vous apporter quelques détails, vus de près, je dirais, d'une très belle peinture flamande, et certainement d'ailleurs du meilleur peintre flamand, le plus grand technicien, qui se trouve ne pas être Van Eyck. Van Eyck est un formidable inventeur, mais je ne dirais pas que sa technicité est la plus grande. Par contre, ce léger cadet et disciple qu'était Roger van der Weyden sera un technicien formidable. Alors, vous voyez ici des détails d'un retable de van der Weyden qui s'appelle le retable Bladelin. Et dans l'adoration des mages, vous avez là bien sûr les mages et leur suite, le sens de la couleur, le sens du drapé, la somptuosité des étoffes est parfaitement saisissable et vous fait mesurer tout l'énorme avantage de l'huile sur la tempéra. Jamais on n'aurait pu obtenir des moirés d'or aussi subtiles que cela avec de la tempéra, qui est, je répète, une technique sublime, mais sèche à proprement parler. De même, l'impression de moelleux de ces étoffes est impensable à la tempéra, alors que par contre, et bien entendu, c'est le bonheur dans la peinture à l'huile. Et le fait est que plus on regarde de près une peinture à l'huile de la grande époque, c'est-à-dire 15e siècle en Flandre, plus on se rend compte de l'extraordinaire apport de cette technique sur le génie des peintres. Regardez la chape du premier moine, du premier roi, pardon, ici, c'est absolument prodigieux. Et quand on va encore plus près, et que vraiment on voit le moindre poil, ou presque, de la bordure de fourrure, le moindre élément tissé d'or sur ce velours-là, ou l'orfèvrerie du sac qui pend le long du flanc du troisième mage, alors on se rend compte des possibilités, mais littéralement démoniaques, que la peinture à l'huile permet et accorde en fait à nos artistes. C'est donc sur l'œuvre dont je vais vous parler, celle que je vais vous présenter d'abord, puis celle dont je vais vous parler, le politique de la mystique, que Van Eyck a fait toutes ses recherches, toutes ses expériences, connu tous ses échecs, et lentement mais sûrement est arrivé à toute cette technique dont l'entier de l'école flamande, Van der Weyden, Petrus Christus, Van der Geus et tous les autres bénéficieront bien sûr. Et c'est vraiment ce formidable inventeur que je voulais aussi célébrer, pas seulement le peintre, mais aussi le formidable inventeur qu'est notre Van Eyck. Alors, on en arrive maintenant à ce fameux retable de l'agneau mystique. On ne sait pas quand Van Eyck l'a commencé, on sait quand il l'a achevé, en 1432. Quand il l'achèvera donc, c'est un homme en pleine possession de ses moyens, il a 42 ans. Et le 6 mai 1432, donc, on inaugure devant les fidèles stupéfaits la première œuvre monumentale en peinture à l'huile qui soit connue au monde. Donc c'était non seulement, si vous voulez, un chef-d'œuvre de la peinture extraordinaire, mais c'était un nouveau langage de la peinture. Voilà, un nouveau langage de la peinture que les gens de Gand ont découvert dans leur cathédrale. Alors, le politique de l'agneau mystique est en fait une commande privée d'un homme formidablement riche qui s'appelle Joost Weitz, et qui avait demandé ce politique à Hubert Van Eyck. Hubert Van Eyck l'a commencé, puis il est mort. Et Jan Van Eyck, en bon frère cadet, l'a continué et achevé. À l'heure actuelle encore, il est des historiens d'art qui essayent de savoir s'il y a des bouts de Jan, des bouts de Hubert. Je dirais que le propos est complètement vain, en ceci que nous ne connaissons pas assez d'œuvres de Hubert pour essayer de voir ou essayer de savoir. On va donc décider, nous, ce soir, que tout est de Jan Van Eyck, ça simplifiera les choses. Je voulais vous montrer d'abord, bien sûr, tout de même, l'intérieur de l'église. Il est évident qu'il s'agit d'une église, c'est même la cathédrale, je vous rappelle, c'est la cathédrale Saint-Bavon de Gand. C'est une église qui n'est plus tout à fait dans le caractère du gothique du début. Elle est, si j'ose dire, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus aérée aussi, avec d'immenses verrières,
dans lesquels des vitraux d'ailleurs de la fin de l'épopée du vitrail, c'est-à-dire des vitraux qui hésitent entre langage du vitrail et langage de la peinture, sont particulièrement connus. Et vous savez qu'autour du cœur, il y a un large déambulatoire, et c'est ce déambulatoire qui contient ce qui faisait l'admiration des visiteurs et des fidèles jusqu'alors, la magnifique série des vitraux, les premiers parfaitement gothiques, celui que vous avez vu, mais justement les derniers jouant à la peinture transparente, et par là même, comme je le disais à l'instant, en fait préparant la fin même de l'histoire du langage du vitrail. Et dans l'une de ces chapelles se trouve le polyptyque de l'agneau mystique. Alors, ce polyptyque de l'agneau mystique, en fait, est formé de 20 peintures au total, agencées, si vous le voulez, de façon à être un triptyque ouvrant et fermant. Autrement dit, la partie centrale, naturellement, n'est peinte que d'un côté, cependant que les volets extérieurs sont peints des deux côtés, de façon à compléter la composition lorsque c'est ouvert, ou former une composition en soi lorsque c'est fermé. Au niveau des volets fermés maintenant, le sujet essentiel et fondamental est une annonciation. Annonciation dont vous avez ici l'ange sur le volet de gauche. Bien sûr, toujours ces détails sont monstrueusement agrandis. Ça vous permet de voir la beauté du métier de Van Eyck, mais il faut toujours bien que vous vous rendiez compte à quel point c'est un œil monstrueusement dilaté que celui d'une machine comme celle dont nous disposons. Alors, ange de l'Annonciation qui est très curieusement traité presque en trop blanc, si j'ose dire. Si vous remarquez, extrêmement peu de couleurs, un jeu qui est presque le jeu du camailleux. Et je dirais que juste à côté, le volet représentant la Vierge recevant le message de l'Annonciation est également, elle, traitée comme en camailleux. Je dirais d'ailleurs, c'est certainement pas la meilleure Vierge de Van Eyck, mais ça, c'est une autre affaire. Eh bien, cette connotation de camailleux s'explique, car en fait, tout l'extérieur de ces volets, Van Eyck les a traités en trompe-l'œil. Je veux dire, il s'agit de montrer par le biais de la peinture, et surtout de cette peinture à l'huile, jusqu'à quel point on peut se substituer à tous les arts. La peinture à l'huile est si souple qu'elle peut jouer à tous les arts, même à la sculpture. Car en effet, à côté de l'Annonciation que vous venez de voir, qui forme la partie haute, les parties basses, les saints patrons que sont Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste, sont traités en fait comme s'il s'agissait de sculpture, et je dois dire avec une virtuosité qui est absolument indicible. Donc, fermé et dans la demi-pénombre de l'Église, le polyptyque doit donner l'impression d'être ce qui était tellement à la mode dans les Flandres de ce temps-là et dans toute l'Europe du Nord de ce temps-là, un polyptyque sculpté, un polyptyque de bois ou de pierre, mais sculpté. C'est ça l'impression que cela devait donner. Et quand on ouvrait, alors on avait cette espèce de coup à l'estomac, car je vous rappelle que jamais on n'avait vu des rouges aussi rouges, des bleus aussi bleus, jamais on n'avait vu une technique aussi somptueuse, jamais on n'avait vu un art aussi consommé. Ouvert en effet, le polyptyque nous montre en son centre Dieu le Père, assisté de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste en tant que patron de la ville de Gand, comme vous le savez, et en dessous une composition dans laquelle nous nous promènerons tout à l'heure amplement, c'est justement le thème de l'agneau mystique. Et alors, tout l'ensemble de cette composition-là est naturellement entouré de ce qu'on appelle des contre-panneaux, c'est-à-dire en fait les fameux volets intérieurs de l'ensemble qui nous montrent par exemple à l'extrême gauche et à l'extrême droite, parmi les plus belles images d'Adam et Ève qu'on ait jamais vues, notamment un Adam d'une intensité absolument merveilleuse, une Ève également exquise, Ève avec une pomme très rongée d'ailleurs, je vous fais remarquer, mais dans laquelle vraiment Van Eyck peut, et je vous rappelle, c'est un peu ses coups d'essai, c'est un peu cela, mais peut détailler par exemple une chevelure quasiment aux cheveux à cheveux, ou alors le modelé d'un visage vraiment mais au frisson d'épiderme près, ou presque. On va encore s'approcher plus de lèvres, ça devient absolument magistral dès l'instant où l'on voit ce portrait de très très près. Donc à l'extrême gauche, à l'extrême droite, Adam et Ève. Et juste après Adam et Ève se trouve le concert des anges, deux grands panneaux dans lesquels toute la somptuosité du brocart et du velours, de la fourrure et de l'or ont été répandus, de façon à nous montrer que ça n'est pas un Adam et Ève, mais
de la terre, mais véritablement rachetés, donc du ciel qui nous sont montrés, autour de Dieu le Père, en effet, c'est le fameux concert des anges, dont un détail au moins devait vous être montré. Puis, après le concert des anges, c'est ce que vous avez vu sur le document qui a précédé, à savoir la Vierge et Saint Jean-Baptiste, dont j'ai isolé particulièrement le livre de Saint Jean-Baptiste, parce que là aussi, croyez-moi, on peut lire le texte, en se mettant sur la tête, bien entendu, puisque c'est pour vous à l'envers, mais on peut lire le texte parfaitement. Là encore, le métier de miniaturiste de notre Van Eyck est indicible. Et au centre donc, nous sommes donc partis un peu des extrêmes pour arriver maintenant au centre, se trouve cette image prodigieuse, je dois le dire, d'un Dieu le Père, revêtu d'une orfèvrerie absolument incroyable. Une tiare presque pontificale, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, avec des gemmes extraordinairement développées, mais surtout un camail, c'est-à-dire la grande broche qui ferme le manteau, qui est un des chefs-d'œuvre du rendu d'orfèvrerie que l'on puisse voir au monde. Et au pied de Dieu le Père se trouve la couronne, qui est en fait la couronne que recevra le Christ qui par son sacrifice a sauvé le monde. Et cette simple couronne en filigrane d'or, de perles et de saphir est un des plus beaux morceaux de peinture jamais entrepris par notre Van Eyck. Mais la partie la plus belle, c'est naturellement la partie inférieure, où le centre est occupé par ce qui à soi seul justifie, j'ose dire, la visite, l'agneau mystique, l'adoration de l'agneau mystique, mais sur laquelle les volets de droite et de gauche nous montrent les ordres de l'humanité, à savoir les juges, à savoir les chevaliers, à savoir les pèlerins, à savoir les ermites, convergeant vers cette fameuse composition centrale, où se trouve donc l'adoration même de l'agneau. Vous venez de voir ici un détail des chevaliers, ils sont sur le volet de gauche ici, mais maintenant c'est le centre surtout qui m'intéressait, et c'est cela que je voulais vous montrer, surtout parce que c'est cela le très grand chef-d'œuvre. Alors, ce fameux centre d'une iconographie au fond assez nouvelle, je dirais, c'est une revision des grands mythes christiques à la lumière de l'humanisme naissant. Cette vision-là est inspirée par les épîtres de Jean, et principalement la première épître, où est définie l'idée que le Christ a pour symbole un agneau dont le sang répandu, le sang eucharistique, rachète en même temps qu'il lave le monde. Or, voilà exactement sur ce passage de la première épître de Jean ce que Jan Van Eyck a peint. Vous voyez donc un autel ici où est célébrée une espèce de messe perpétuelle, si j'ose dire. Simplement, cette messe, c'est l'agneau qui, blessé, verse son sang dans un calice. Et cette messe perpétuelle, cette messe symbolique, à laquelle n'assistent que des êtres de l'au-delà, des anges, donc, est célébrée sur terre par ceci, qui est au fond une sorte d'autel, je dirais lui, dans notre domaine de l'ici-bas. C'est une fontaine où le sang n'est plus du sang, il est de l'eau. Autrement dit, c'est la fontaine de vie que vous avez là. Le sang du Christ devient l'eau de vie, l'eau par laquelle, en fait, nous est concédée la vie. Et là aussi, selon les exégètes de Jean, on raconte que l'eau versée par transposée, si vous le voulez, par l'agneau, se déverse sur un lit de diamants, d'émeraudes et d'escarboucles pour que le genre humain puisse en bénéficier. Alors le genre humain a été montré par Van Eyck, ça c'est une composition tellement extraordinaire, par 4 groupes qui se dirigent, comme vous le voyez, vers le centre du tableau. 4 groupes forment cette espèce de croix de Saint-André, pourrait-on dire. Alors, ces groupes, tout à l'heure on verra les détails, mais c'est mieux peut-être que vous ayez une définition d'ensemble. Ces 4 groupes nous représentent en fait les prophètes ici, à savoir donc le monde de l'Ancien Testament, les apôtres, à savoir donc le monde du Nouveau Testament. Et j'aimerais que vous remarquiez qu'au groupe des prophètes correspondent des personnages à la nature extrêmement orientale. Ce sont en fait tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre pressenti et annoncé la venue du Christ. Et regardez bien, au centre, un tout en blanc, c'est Virgile, reconnaissable à la couronne de laurier qu'il tient à la main. Cependant que le groupe de droite représentant les apôtres donc est complété par au fond les dignitaires mêmes de l'apostolat, c'est-à-dire les évêques, les cardinaux et les papes du moment, parmi lesquels on reconnaît le pape
Martin V, celui par lequel le schisme s'est achevé. Donc, chacun de ces personnages, en fait, est un portrait héroïque ou réel, mais en tout cas, chacun a son entité pour montrer donc la convergence des églises, Ancien Testament, Nouveau Testament, Orient, Occident. Et ça, je tenais à le dire pour que vous vous rendiez compte jusqu'à quel point notre sujet de mardi passé n'était pas tout à fait isolé. Notre Piero della Francesca, souvenez-vous, et son Pie de pape qui essayait de lier les deux églises, eh bien, on peut dire que, d'une certaine façon, notre Van Eyck a au fond également la même préoccupation. Prophètes, apôtres, Ancien Testament, Nouveau Testament. Cependant que les deux autres groupes sont beaucoup plus simples, les hommes de l'Église, les femmes de l'Église. Autrement dit, vous avez là les prêtres martyrs et les dames martyrs, c'est-à-dire une brochette de la légende dorée, je dirais, qui viennent célébrer également l'Eucharistie de l'agneau. Maintenant, on va se promener dans l'œuvre parce que c'est absolument prodigieux. Que vous vous rendiez compte, vu de plus près, que l'agneau bel et bien égorgé saigne dans son calice et que ce sang devient, naturellement, l'eau de la fontaine de vie. Il faudrait des heures, des jours, des semaines, des mois, j'en sais rien, pour aller jusqu'au fond de toute chose, mais il faut savoir que même le nombre des jets d'eau n'est pas 20, 12 jets d'eau, pour symboliser en fait les 12 principes du Saint-Esprit, en même temps bien entendu que les 12 apôtres, cela va de soi. Donc vraiment, c'est une symbolique extrêmement complexe et extrêmement riche, au-delà de la simple splendeur de l'ensemble. Une chose doit un tout petit peu vous gêner, c'est cet agneau empaillé au beau centre. Eh bien, je dois vous dire qu'il est du 19e siècle. Le politique de l'agneau mystique a eu diverses catastrophes, vols, tentatives de vol, incendies, etc., etc. L'agneau a été attaqué au couteau par un fou en 1844 et il a fallu le repeindre complètement. Donc, l'agneau empaillé que vous avez maintenant est dû à un pauvre peintre gantois qui a fait ce qu'il a pu, mais n'a pas pu grand-chose. Par contre, le reste est parfaitement, bien sûr, authentique. Alors, on se promène dans ces groupes un petit peu. Voilà, par exemple, le fameux groupe des prophètes et de ceux qui ont annoncé la venue du Christ. Vous voyez mieux, d'ailleurs, Virgile et son laurier, ici, parfaitement identifiable. C'est du moins la vision que l'on avait de Virgile en ces temps-là. Et voilà, par contre, les apôtres et les dignitaires de l'Église ici, qui est un champ chromatique incroyable de blanc et de rouge. L'opposition du blanc des apôtres et du rouge des vêtements des hommes d'Église est une chose absolument merveilleuse. Et regardez ça, on peut voir, on peut s'approcher de tellement près qu'une tête comme celle-ci, qui serait outrepassée par une pièce de 5 centimes, supporte parfaitement un agrandissement qui est à peu près à 4 fois la taille normale. Une fois de plus, pour vous montrer l'incroyable métier de notre Van Eyck, mais surtout, et c'est cela qu'il voulait montrer, c'est cela qu'il voulait prouver, l'extraordinaire possibilité que la peinture à l'huile allait révéler en fait au monde. Maintenant, on est monté des deux groupes du premier plan, Ancien Testament, Nouveau Testament, on est monté, je voulais vous montrer en effet au moins le détail des saintes, qui sont absolument merveilleuses elles aussi par leur mouvement. Est-ce que j'ose vous demander de ne pas oublier d'avoir remarqué leur curieuse position, s'il vous plaît, avec ce ventre en avant, s'il vous plaît. On en aura besoin tout à l'heure pour expliquer des tas de choses. Inutile de dire, je pense, mais vous le savez bien déjà, que c'était la gestuelle de l'époque gothique qui exigeait qu'une femme élégante se trimballe avec son ventre complètement poussé en avant, de façon à ce que se développe la robe devant elle. Mais que, s'il vous plaît, que des vierges ont cette position-là, vous me promettez que vous l'avez bien vu jusque dans 40 minutes. Parce que tout à l'heure, il faudra quand même que je vous dise que Madame Arnolfini n'était pas une désespérée. Mais c'est une autre affaire. Là aussi, toutes les saintes sont reconnaissables. Vous remarquerez qu'elles ont toutes l'objet qui distingue en fait leur type de martyr. Sainte Élisabeth avec sa corbeille de fruits. Enfin, n'entrons pas dans trop de détails, mais vraiment, Van Eyck a poussé jusqu'à l'extrême que chacun de ces figurants en fait soit parfaitement nommé. Et au-dessus encore, il a peint, et c'est une des premières fois dans l'histoire de la peinture monumentale, un paysage dont une bonne partie des architectures est inventée, ça il faut le dire, mais une autre partie, une petite partie, est parfaitement identifiable et reconnaissable. Alors ici, cette grande rotonde est inventée, mais par contre, on a reconnu dans ce clocher le clocher
neuf alors de la cathédrale de Utrecht, façon de rendre hommage à la ville de naissance du commanditaire de l'œuvre. En plus de ça, picturalement, c'est prodigieux, tout simplement. Remarquez en fait que cet amour de l'architecture dans le paysage provient à notre Van Eyck indubitablement de la miniature et du souvenir de son apprentissage en miniature. Vous retrouvez là un procédé qui est absolument cher aux plus grands miniaturistes de tous les temps, gens que d'ailleurs notre Van Eyck a certainement connu, c'est les frères de Limbourg, qui ont représenté dans les fameuses très riches œuvres du duc de Berry des architectures au moins aussi sophistiquées que celles que vous avez sous les yeux. Voilà, vous voyez encore d'un peu plus près cette vue idéale de Gand, qui est le fond du petit panneau de l'adoration de l'agneau dans l'ensemble du polyptyque. C'est donc vous dire que c'est une œuvre qu'il faudrait pouvoir introspecter, je dirais, mais centimètre par centimètre. Ce que je vous en ai proposé ce soir, c'est vraiment une promenade que je ne dis pas être superficielle, non, je vous en ai montré les moments les plus beaux, mais il est évident qu'on n'a qu'une envie avec un monde comme celui-ci, c'est littéralement d'y pénétrer plus avant. Un détail qui me paraît important, le polyptyque, qui est une des œuvres qui a été les plus universellement admirées depuis 1432 jusqu'à aujourd'hui, et j'ose espérer encore demain, ce polyptyque a été convoité par littéralement tous les envahisseurs, tous les guerriers, tous les voleurs et tous les schizophrènes qui ont passé par Gand. Croyez-moi, il y en a eu. Et quelqu'un, qui est un ancien chef de la police belge, retraité, s'est amusé à faire un travail d'archive qui, somme toute, est précieux. C'est le décompte de toutes les agressions qu'a connues l'ensemble. Et il est arrivé entre 1432 et 1966, date de la publication de son livre, à 618 agressions contre l'œuvre. Et s'il la rééditait, on arrivait à 619, car je vous rappelle que l'année passée, une dame désespérée par je ne sais pas quoi, et ça n'intéresse pas, a jeté de l'acide chlorhydrique sur l'agneau mystique, mais sans s'être rendu compte qu'elle était protégée par une vitre. Autrement dit, elle n'a pas fait grand dégâts. Elle s'est brûlée elle-même, paraît-il, et c'est bien fait. Simplement, si je cite très rapidement ces fameuses agressions, c'est que littéralement, c'est miracle que l'œuvre soit encore là. Il y a eu des armées, il y a eu des généraux, il y a eu des conquérants, il y a eu des fous, nous l'avons dit, il y a eu le feu, il y a eu tout ce que vous voulez, et l'œuvre est encore là. Vous savez peut-être qu'un seul panneau est faux, c'est le panneau des juges intègres, car, et ça vaut la peine de le rappeler je crois, en 1934, un demi-fou, celui-là, a volé un des panneaux, le Saint-Jean-Baptiste du volet extérieur. Mais du même coup, il a volé naturellement les juges intègres du volet intérieur, car ils sont peints recto verso, comme je vous le disais. Alors il est arrivé chez lui, il a séparé le recto du verso, il a mis le recto, le Saint-Jean-Baptiste, à la consigne de la gare de Gand, il a téléphoné au maire de la ville en lui disant, si vous n'obligez pas ma femme à rentrer, c'est authentique, hein, à rentrer chez nous, je détruirai les juges intègres. Et comme la ville de Gand n'a absolument pas voulu réagir, on n'a jamais retrouvé les juges intègres. On ne sait absolument pas ce que c'est devenu. Donc on a un panneau, les juges intègres, qui sont une copie d'après photo, assez médiocre d'ailleurs. Mais pour le reste, l'entier est absolument original. C'est donc une œuvre qui est protégée des dieux, hein, parce que tout le monde l'a voulu, même Napoléon Ier. Ne parlons pas de celui d'après. Mais j'entends, littéralement, tout le monde l'a voulu. Et il faut que vous sachiez, ça vaut la peine. Un temps, il s'est retrouvé à Paris, l'agneau mystique, au moment des conquêtes napoléoniennes, il est exposé au Louvre. Puis, sous l'autre, il s'est trouvé à Berlin. Mais il revient toujours en fait à Saint-Bavon. Moins un panneau, il est dans l'état où Van Eyck nous l'a en fait livré. On en finit, si vous voulez bien, avec l'agneau mystique, mais donc j'aimerais simplement que vous vous rendiez compte à quel point il est important dans la carrière de Van Eyck, mais surtout pour le développement, la promesse de développement de toute l'école flamande, et même, je dirais, de la peinture européenne, parce que sans agneau mystique, il n'y aurait pas d'Antonello de Messine, par exemple. Alors, si cela maintenant est bien clair, nous pouvons continuer. Nous sommes donc en 1432, le 5 mai, le lendemain du vernissage, si j'ose dire, et nous avons un Van Eyck de 42 ans en pleine possession de ses moyens. Ce que j'aimerais vous prouver en vous montrant, pour le plaisir simplement, une toute petite œuvre dont nous savons qu'il l'a exécutée sitôt après avoir terminé l'agneau mystique. Pour qui nous ne le savons pas, et ça n'a pas d'importance,
mais il s'agit en fait de deux petits panneaux peints en grisaille, toujours sur cette façon de jouer au trompe-l'œil. Van Eyck est un des grands maîtres du trompe-l'œil, représentant donc ces deux panneaux l'Annonciation. Volet de gauche, l'ange, et volet de droite, une adorable Vierge qui reçoit le Saint-Esprit dans l'œil, comme vous pouvez voir, chose assez extraordinaire. Et j'aimerais vous faire remarquer que Van Eyck, regardez la virtuosité de l'invention, s'est amusé à faire de sa Vierge une statue, bien entendu, se détachant sur une niche qui doit être laquée en noir au fond, puisque l'ombre de la statue de la Vierge se reflète sur la laque du fond. Vous voyez, comme si c'était un noir brillant, qui en fait réfléchisse la statue. Alors ça, c'est donc 1432-33, juste après l'agneau mystique, et donc il ne s'agit pas des volets extérieurs d'un petit polyptyque, c'est un diptyque qui s'ouvrait comme cela, de façon à révéler donc l'ange et la Vierge, et aujourd'hui, il appartient à la collection Thyssen. Alors, au point où nous sommes maintenant, notre Van Eyck en pleine possession de ses moyens, il est temps de parler un peu de sa formation, enfin, qui connaissait-il, de qui a-t-il pu tirer enseignement, et sur qui il a pu, en fait, apporter enseignement. Alors, je vous ai dit, nous ne connaissons même pas le nom de son père et de sa mère, c'est donc vous dire qu'on ne connaît pas non plus le nom de son ou de ses maîtres. Nous ne savons rien. Et chose extraordinaire, le seul document historique qui met Jan Van Eyck en rapport avec d'autres artistes, c'est une espèce de surprise partie organisée le jour de la Saint-Luc, je vous rappelle quand même, c'est la fête des peintres, à Tournai, et où se sont rencontrés les plus grands peintres de cette époque-là. Quand je vous dis surprise partie, c'est très vilain, je sais, merci, mais simplement il faut que vous sachiez que le document en question est un document de la prévôté, disant qu'il a fallu aller mettre de l'ordre chez ces messieurs qui décidément faisaient trop de bruit. Autrement dit, c'est bel et bien une espèce de beuverie sympathique, mais c'est la seule fois qu'on ait été nom d'artiste dans un acte à côté du nom de Van Eyck. Et quand même, ça peut être une surprise partie plutôt high, si j'ose dire, puisqu'il y avait Quentin, Van der Weyden, Van Eyck et Christus. Ce sont les quatre peintres nommés, connus. Il y en a beaucoup d'autres qui sont nommés, mais qui sont ou des peintres mineurs ou trop jeunes, disons, pour être d'une quelconque importance. C'est donc de ce document-là que je suis parti pour vous montrer au moins ceux qui, avec Van Eyck, ont concouru à cette naissance de l'art flamand. Le premier que je vous montre, c'est Quentin. Pour une bonne raison, c'est le plus vieux. Il a 12 ans de plus à peu près que Van Eyck. Il a été un peintre extrêmement, jeune. Il a commencé très tôt sa carrière. C'est donc vous dire que dans les années qui nous intéressent, c'est un peintre confirmé. Il est connu pour être le plus grand des Flamands. Et, j'aimerais que vous remarquiez, c'est un art qui évoque beaucoup l'univers de Van Eyck, mais avec quelque chose de, si j'ose dire, beaucoup plus raide, si vous remarquez, quelque chose de beaucoup plus convenu, quelque chose de plus monumental aussi, quelque chose de plus assis. C'est une très grande beauté pourtant. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la Vierge à l'écran d'osier, qui est un des fleurons de la section flamande de la National Gallery de Londres. Voilà donc, si j'ose dire, le flamand d'avant Van Eyck, le flamand de juste avant Van Eyck. Et voilà maintenant le flamand de juste après Van Eyck. C'est-à-dire après vous avoir montré celui que certains historiens de l'art considèrent comme le maître, Quentin. Je vous présente maintenant celui que certains historiens considèrent comme l'élève. Celui-là, c'est Petrus Christus. En vous demandant surtout de bien regarder ce détail, c'est en fait une fameusissime tableau, c'est Saint-Éloi remettant un anneau à un couple de fiancés, mais je voulais vous montrer la partie inférieure de droite pour la raison que le miroir va nous servir tout à l'heure, évidemment. Puis comme on ne vous montrer qu'un détail de Petrus Christus est naturellement frustrant pour vous, voilà un Petrus Christus à part entière, et qui vous montre, alors là, combien de la monumentalité un peu rigide de Quentin, l'apprentissage de Van Eyck a permis à un Petrus Christus, une génération plus tard, d'arriver à une peinture miraculeusement, je dirais même magiquement souple, énigmatique et ambiguë. C'est en fait le portrait d'un ecclésiastique que vous avez là. C'est un des fleurons du Metropolitan de New York maintenant. Donc au fond, vous devez situer notre Van Eyck entre Quentin et Christus. Je pense que je n'ai plus besoin de dire que Quentin, c'est celui qu'on appelait jusqu'à il y a peu de temps le maître de Flémal. Le maître de Flémal maintenant est identifié, il s'appelle Robert Quentin et on ne l'appelle plus que tel aujourd'hui.
Petrus Christus, lui, n'a pas changé de nom, il n'y a pas de raison. Alors voilà donc ici Petrus Christus. Et entre Quentin et Christus se situe le plus intéressant de tous, hors Van Eyck, bien sûr, parce qu'il est le plus proche de lui, ils sont quasiment contemporains, c'est l'immense Roger van der Weyden, qui est véritablement le seul qui puisse rivaliser avec Van Eyck. Alors là, je vous en ai amené un peu plus qu'un, parce que j'aimerais que vous vous rendiez compte, en y regardant bien, à quel point c'est différent de Van Eyck. Le métier est aussi beau. Je dirais même qu'en de certains moments, la technicité de Van der Weyden va même plus loin que celle de Van Eyck. Mais c'est un art complètement différent. Autant Van Eyck a le sens du hiératisme, de la noblesse, en même temps que le goût d'une certaine forme de douceur. Souvenez-vous du cortège des saintes martyrs en haut de l'agneau mystique tout à l'heure. Autant, au contraire, Van der Weyden est un homme dramatique, aigu, déchiré. Autrement dit, les Flamands avaient beaucoup de chance. Suivant leur aspiration, ils avaient ou la noblesse de Van Eyck ou l'attention de Van der Weyden pour servir leur cause. Alors voilà une admirable mise au tombeau dans laquelle tout le dramatisme de Van der Weyden s'exprime très bien. C'est un des chefs-d'œuvre des offices de Florence, cette déposition. Et je voulais vous amener, pour qu'on s'y promène un peu, parce que pour la peinture flamande, je trouve les détails, c'est tellement important, cette crucifixion qui est aujourd'hui à Philadelphie, Museum of Art de Philadelphie. Drôle de crucifixion, d'ailleurs, elle est présentée un peu comme un mystère du Moyen-Âge, je dirais, derrière cette utilité qui est un mur continu, avec juste deux tapis rouges pour isoler le groupe de la Vierge et Saint-Jean et le Christ en croix de l'autre côté. Et cette narration tout en diagonale, comme ça, me paraît être une des plus extraordinaires qui soit. Je dirais, Van Eyck aurait été complètement incapable d'une telle composition, sans doute aucun. Mais par contre, Van der Weyden est incapable de la sérénité de ton que Van Eyck eut certainement utilisé pour un tel sujet. Donc, simplement que vous vous rendiez compte du caractère antinomique de leur génie, mais de l'égalité même de ce génie. Alors, on se promène dans cette œuvre parce qu'elle est prodigieuse. Regardez les drapés, beaucoup plus expressifs, par là même beaucoup plus dramatiques que chez Van Eyck, le drapé de Saint-Jean, entourant le personnage pour donner plus de force, au fond, au relèvement de la Vierge. Et le drapé de la Vierge traité presque comme un sanglot, je dirais, si vous avez remarqué, c'est-à-dire une espèce de grand ruisseau comme ça qui coule, et surtout, pour marquer la torsion même de sa douleur, tout ce jeu inextricable de plis autour de ce visage complètement marqué par les pleurs. Voilà, vu d'encore plus près, je dirais, ces drapés, pour qu'on voit à quel point les moindres modulations du détoffe qui cassent, comme là, est marqué par Van der Weyden avec, je dirais, le même amour que Van Eyck. Regardez, il y a même la pliure d'une étoffe fraîchement repassée ici. Chose absolument extraordinaire. Et puis, de l'autre côté, je voulais vous montrer ce Christ en croix, qui est lui aussi, d'ailleurs, absolument prodigieux, par le dénuement, en même temps disant que par la cruauté de ce rouge qui entoure, en fait, le personnage du Christ. Et dans le détail des pieds, vous montrez cet expressionnisme dont Van der Weyden est parfaitement capable, mais dont Van Eyck indubitablement eût été incapable. Alors, je répète que dans l'état actuel de nos connaissances concernant la peinture flamande, la seule chose que nous puissions dire, c'est que Van Eyck se situe un tout petit peu après Quentin, que tout de même il ne faut pas considérer comme son maître, un tout petit peu avant Christus, qu'il faut considérer comme son disciple, et en même temps que Van der Weyden, qu'il complète admirablement bien. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer un dernier Van der Weyden qui n'a aucune raison d'être là, sauf que c'est mon Van der Weyden préféré. C'est ce Saint Yvon, qui est vraisemblablement d'ailleurs un portrait plutôt qu'un saint, aujourd'hui conservé à la National Gallery de Londres. Mais je trouve l'étrangeté de la composition, la beauté extraordinaire de ce paysage ouvert sur l'infini, tellement belle que ça me faisait simplement envie de vous le montrer. Toujours est-il que maintenant, vous ayant parlé un peu de ce qu'il y a autour de Van Eyck, ceux qui se situent autour de Van Eyck, nous pouvons revenir à lui et contempler ses chefs-d'œuvre successifs, car il est évident que l'agneau mystique va amener sur lui une notoriété formidable et que dès lors, les commandes ne vont cesser de pleuvoir. La première commande importante qui suit, si vous voulez, l'agneau mystique, est ce que vous avez devant vous, c'est la fameuse Vierge au chanoine Van de Pijl. Ce Van de Pijl était un très vieux prélat, très autoritaire, très bougon, très riche et très malade. Et arrivé, au fond, au dernier, je dirais,
moment de sa vie, il a consacré une somme d'argent d'ailleurs importante, 700 livres parisis, ça fait 7 mois de salaire, c'est gentillet, je dirais, hein, pour offrir en fait à l'église Saint-Donatien de Bruges, dont il était le confesseur, une œuvre qui immortalise sa présence à jamais. Et donc, notre Van Eyck a signé ce que vous avez sous les yeux. C'est ce qu'on appelle en Italie comme en Flandre, dans le monde entier, je dirais, une sainte conversation. Cela veut dire un groupement arbitraire de personnages autour d'un saint fondamental. En l'occurrence ici, c'est une conversation entre la Vierge à l'enfant, Saint Donatien, le patron de l'Église, et Saint Georges, le patron de Van de Peel, car Van de Peel s'appelait Georges, aussi simple que ça. Donc, vous avez en fait une trinité, la Vierge, Saint Donatien et donc le chanoine et son patron. Et l'œuvre est absolument extraordinaire, une composition assise qui doit convenir parfaitement au caractère même du commanditaire, le trône, la crosse et la lance, donnant vraiment une sorte d'équilibre formidable à l'ensemble, et en même temps un goût de la somptuosité dans le rendu, aussi bien des étoffes que des tapis, aussi bien des tapis que de l'orfèvrerie, je veux dire, qui fait de cette œuvre un pur chef-d'œuvre. Elle était donc exposée en l'église Saint-Donatien, l'église pour laquelle elle a été peinte, mais elle est bien entendu aujourd'hui au musée communal de la ville. Il est impensable de laisser une œuvre comme celle-ci dans une église de nos jours. Promenade donc dans le tableau, avec d'abord ce Saint-Donatien, où vous retrouvez, mais poussé peut-être même plus loin encore, cet amour du rendu de l'époque et ce goût de l'orfèvrerie qui nous a frappé beaucoup, je crois, dans l'agneau mystique. Et il s'y ajoute, si vous remarquez quelque chose de nouveau, dans l'agneau mystique, on sentait moins ce sens du portrait dans les visages. On a l'impression on allait un peu moins loin, je dirais, dans l'art du portrait qu'à partir de cette Vierge au chanoine Van de Peel, où chaque personnage est tellement extraordinaire. Voilà encore, vu de tout près, ce manteau, qui est en fait bel et bien d'un bleu entre l'ardoise et le lavande, hein, complètement enrichi et comme marbré d'or, qui est une des grandes réussites de notre Van Eyck. Et de l'autre côté, voilà le Saint-Georges, bizarre ce Saint-Georges, qui a vraiment l'air d'un soudard plutôt que d'un saint, et qui se décoiffe devant la Vierge, mais avec l'élégance d'un vigneron vaudois autour du culte, si j'ose dire. Donc vraiment très curieux, mais de nouveau alors un rendu pictural qui est absolument prodigieux. Quant au chanoine, je dois dire que lui aussi me rappelle 2-3 figures de par chez nous, je dirais. L'autoritarisme le plus absolu, la conscience de son bon droit la plus absolue, puis en même temps l'humeur bilieuse, il partira de la bile d'ailleurs, qui ajoute encore un peu à ce visage, à la Khéops, si j'ose dire. Mais c'est un visage hallucinant. Enfin, je ne connais guère qu'un Goya qui ait pu aller aussi loin que cela dans la représentation, frôlant la charge de son modèle que notre Van Eyck. Quant à la Vierge et l'enfant, les voilà. C'est assez curieux d'ailleurs là encore, une Vierge assez conventionnelle, je dirais, est certainement le pire enfant jamais peint par Van Eyck. Tout le monde l'a dit, même le chanoine Van der Peel s'en est plaint. En fait, l'explication est que le bruit de l'armure de Saint-Georges fait peur à l'enfant. Donc le rictus serait un rictus de crainte. Quand on sait ça, ça va un petit peu mieux. Et comme c'est Van Eyck qui l'a dit, tout va bien. Voilà en tout cas le merveilleux détail central du perroquet, petit perroquet, et des fleurs de pureté que tient la Vierge. En tout cas, sachez que, à peine présentée dans l'église Saint-Donatien, cette œuvre a été saluée comme un nouveau chef-d'œuvre. Donc, de nouveau, de nouvelles commandes, de nouveaux commanditaires, et encore plus haut, si j'ose dire, après un très riche prélat, mais j'ose dire quand même un prélat de petite ville, notre chanoine Van de Peel, voilà maintenant un chancelier d'Empire, puisque Nicolas Rolin, que vous avez devant vous, était chancelier des ducs de Bourgogne, donc un personnage d'une importance extrême. Ce Rolin, nous le connaissons bien, il était né à Autun, et il a fait toute sa carrière à Londres des ducs de Bourgogne, où sa rigueur, son intelligence, mais ce qui est plus rare, son honnêteté, l'ont fait apprécier jusqu'à ses derniers jours. Et au fait de sa puissance, il a commandé à Van Eyck cette image-là pour qu'elle soit déposée en la cathédrale d'Autun, sa ville natale. Donc, on l'appelle cette œuvre ou bien la Vierge au chancelier Rolin, ou la Vierge d'Autun,
Mais quoi qu'il en soit, elle est à aller admirer au musée du Louvre aujourd'hui, comme vous le savez sans doute. Composition beaucoup plus novatrice que dans l'œuvre précédente, qui avait un côté iconique, un peu byzantin. Ici, vous voyez deux groupes, Rollin à gauche, la Vierge à droite, mais pour permettre l'ouverture par cette loggia sur un paysage qui, j'espère, vous rappelle un petit peu le paysage de Piero della Francesca à l'arrière du duc d'Urbain. C'est un peu ce même genre de paysage infiniment développé. Et vous savez que depuis que ce tableau est étudié, on ne cesse de chercher où Van Eyck est allé chercher son modèle. C'est à Autun, disent les uns, c'est près de Bruges, disent les autres, c'est à Genève, disent les troisièmes. En règle générale, c'est cela que les Suisses préfèrent, mais enfin bon, c'est pas impossible d'ailleurs. Rollin a habité à Genève pendant 2 ans, nous apprendons, mais toujours est-il en tout cas un paysage qu'il faut considérer comme un des premiers, en même temps qu'un des plus beaux paysages de la peinture de l'époque. Alors on se promène de nouveau dans ce tableau, où l'enfant s'améliore un peu, mais somme toute pas tellement. Je vous rappelle que l'enfant Jésus du Nord est une sorte d'adulte à l'état petit. J'entends, il y a toujours ce côté un peu grisâtre, un peu ternasse, un peu vieux avant l'âge, je dirais, mais qui fait un peu partie, je dirais, de l'iconographie du temps. Alors regardez surtout la très belle communion du geste entre les mains du chancelier et la main de l'enfant, et ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, c'est la force intérieure qu'on sent dans le chancelier et la fragilité, bien entendu, de l'enfant. Et le tout, au fond, lié par l'admirable motif du pont que vous avez là, et donc ce paysage qui n'en finit plus de disparaître jusqu'aux confins même du réel, de façon absolument sublime. Voilà le chancelier, vaut la peine de voir pour une fois un des hommes les plus intelligents du Moyen-Âge. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des chroniqueurs de l'époque. Voilà l'enfant, et surtout, regardez derrière l'enfant cette vue cavalière de ville, complètement merveilleuse. Et ensuite, regardez ceci. Parce que, ayant quitté la Vierge au chancelier Rollin, je voulais vous montrer, en espérant compter vaguement sur un effet de surprise, un tableau de Van der Weyden. Ça n'a rien à voir avec Van Eyck, c'est Van der Weyden. C'est Saint-Luc peignant la Vierge. Aujourd'hui, Munich, Alte Pinakothek. Mais quand on voit ce tableau, vous conviendrez avec moi que les deux artistes ne pouvaient que travailler main dans la main. Je veux dire, il y a une telle parenté de composition, il y a une telle parenté, je dirais, dans l'étrangeté de cette composition, 2 groupes, un paysage, une tribune et des gens qui regardent, qu'indubitablement, cela en serait une preuve en levant les derniers doutes, Van Eyck et Van der Weyden se connaissaient. C'est la même systématique dans les 2 tableaux. Or, c'est un tableau absolument magnifique. Je voulais simplement vous montrer, voilà, ces 2 groupes et surtout ce paysage. Mais j'espère qu'en même temps, ça vous permet de rétablir ce que je disais tout à l'heure. S'il y a plus de sens de l'action, du drame et de la passion chez Van der Weyden, il est vrai qu'il y a infiniment plus de poésie en même temps que de noblesse chez Van Eyck. Repensez à tout ce paysage, il est simpliste chez Van der Weyden, alors qu'il était merveilleux, littéralement, chez Van Eyck tout à l'heure. C'est tout de même un bien beau détail que vous avez devant vous. Mais je tenais donc à vous le montrer uniquement pour vous montrer cette fraternité. Et maintenant, on y arrive enfin, c'est-à-dire nous arrivons au portrait. Une part importante de l'œuvre de notre Van Eyck, outre les grandes commandes que nous avons vues, Agnonistique, Chancelier Rollin et Van der Peel, plus quelques autres que j'ai bien dû laisser de côté, une grande partie, ce sera là du portrait. Jusqu'à présent, vous n'avez guère vu que de portraits italiens, notamment l'admirable Ghirlandaio, souvenez-vous, de la semaine passée. Je voulais simplement commencer en vous disant, eh bien, les Flandres avaient aussi leurs portraitistes, et les Flandres, du même coup, ont aussi eu leurs Joconde. Je veux dire, il y a des tableaux flamands dont la beauté égale au moins les œuvres contemporaines de l'Italie. Ce que vous avez sous les yeux, c'est Van der Weyden, c'est un portrait que je trouve personnellement aussi beau que celui de la fameuse Giovanna Tornabuoni de Thyssen, que je vous ai montré mardi passé. Aujourd'hui, elle est conservée, elle, à Washington. Ou regardez une œuvre comme celle-ci, bien sûr c'est un autre monde, mais dans la fraîcheur, en même temps, disons que dans la beauté de ce rapport du blanc à la chair, vous avez un génie fruité, si j'ose dire, c'est absolument merveilleux. C'est encore Van der Weyden d'ailleurs, et l'œuvre est tellement fabuleuse que je vous en propose une approche. Voilà, l'œuvre que vous avez sous les yeux est à Berlin aujourd'hui, et elle est là aussi à considérer parmi les plus belles œuvres de l'art du portrait flamand. Donc tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est
c'est quelques preuves, s'il en était besoin, qu'il existe un art du portrait en Flandre et qu'on y a fait des choses sublimes, comme la dame anonyme de Washington de tout à l'heure ou la jeune fille anonyme de Berlin maintenant, pinceau donc de Van der Weyden, ou encore alors le plus beau portrait de tous les temps, c'est le portrait de cette jeune femme par Petrus Christus, possédé aujourd'hui, et quelle chance ils ont, par les Berlinois. Donc simplement quelques portraits pour vous montrer que l'art du portrait existait en Flandre en ces temps-là. Même le portrait d'homme, d'ailleurs, je voulais au moins vous en avoir montré un. J'ai donc choisi de vous montrer un de ceux qui me paraissent les plus intenses. C'est de Hugo van der Goes, ou Hugo van der Goes pour les puristes. Portrait, donc c'est pas très bien qui, mais qui, alors vraiment, par son intensité, se révèle, là encore, comme un des très très grands moments, un des très très grands fleurons de l'art international du portrait. Donc, fin de l'introduction à ce monde des portraits, et nous entrons maintenant dans ceux de Van Eyck. Il existe en Flandre, il est dans les mœurs en Flandre de se faire tirer le portrait, si j'ose dire. Ça n'est pas une innovation de Van Eyck, mais simplement, Van Eyck sera parmi les plus grands. Alors, j'ai amené quelques portraits qui vont nous amener à Arnolfini, bien entendu. Le premier que l'on connaisse de Van Eyck, et celui que vous avez sous les yeux, c'est le portrait du cardinal Albergati, un Italien non apostolique et résident en fait dans les Flandres dans les dernières années de sa vie, où il œuvrait dans les fameuses alliances et contre-alliances dont j'ai parlé au tout début de ma conférence, un homme honnête et intègre qui n'avait pas sa pareille pour se faire passer pour une pantoufle, et qui en fait était incroyablement matois. Je veux dire par là, il avait toujours l'air d'être, comment dire ça, dans une espèce de sérénité évangélique, mais à laquelle pas une virgule de contrat n'échappait. Et je trouve que Van Eyck a admirablement rendu la bonhomie simple de cet homme, mais qui cache une intelligence redoutable. Le portrait de ce personnage-là est aujourd'hui à Vienne, au Kunsthistorisches Museum. Et ces portraits de Van Eyck sont tellement bons, à mon avis, vont tellement loin, que chaque fois que j'ai pu le faire, je vous ai amené en plus l'agrandissement à l'extrême du visage pour que vous goûtiez vraiment toute cette approche de la physionomie, en même temps bien sûr que cette approche de la peau, de la ride, de l'imperfection, de tel ou tel trait, si vous le voulez, mais qui nous montre vraiment à quel point Van Eyck pouvait aller loin. Deuxième portrait connu de Van Eyck, parce que là, je vous les ai tous amenés, c'est ce portrait étrange, un homme très jeune, comme vous pouvez voir, avec une drôle d'inscription, tout le monde peut lire Léal souvenir ici, et curieusement en lettres grecques au-dessus, Timotheos. Ce qui pourrait vouloir dire, selon les uns, je crains Dieu, et Léal souvenir serait le souvenir post-mortem, donc qui sait, pour tout vous dire, on a enfin résolu ce problème-là, et une fois de plus, c'est M. Panofsky, décidément de Sherlock Holmes des causes perdues. Le portrait que vous avez là, il est écrit en haut Timotheos, car c'est un hommage à l'inventeur de la musique codée, Timotheos de Milet. Il était très connu dès la fin, enfin dans toute l'école byzantine bien entendu, mais aussi dès la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, pour être l'inventeur de la musique écrite, Timothée de Milet. Et en l'occurrence, le personnage que vous avez là, c'est le Timothée de Milet vivant. C'est le grand Gilles Binchois. Je vois que tout de suite un murmure de joie. Enfin le portrait de Gilles Binchois. Ne me dites pas que vous ne savez pas qui c'est. Gilles Binchois est un des plus grands musiciens de la fin de la tradition médiévale et de l'aube de la tradition de la Renaissance. Il a été musicien de la cour de Bourgogne notamment. Il était d'ailleurs organiste avant cela. On lui doit des motets, on lui doit des messes, et c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire de la fin du Moyen-Âge. Et ils se sont connus, Van Eyck et Binchois se sont connus à l'occasion d'une fête fabuleuse, dont alors là, indubitablement, vous avez entendu parler, c'est la fête du Faisan. Une de ces formidables, comment dire ça, un de ces formidables happenings que les ducs de Bourgogne organisaient pour montrer leur force en même temps que leur prospérité. Jamais autant d'or, jamais autant de draps d'or, jamais autant de poulardes dorées n'ont été servis et montrés qu'à la fête du Faisan. Eh bien, Gilles Binchois en avait fait la musique, il a écrit 8 chansons pour cette fête du Faisan, et Van Eyck a certainement peint une partie des décors. Ils se sont connus, d'où le Léal souvenir.
les héritiers de M. Panofsky cherchent maintenant la chanson qui serait le retour de Gilles Binchois à l'hommage de Van Eyck. Alors, je vous le montre d'un peu plus près, parce que le visage est extraordinaire. C'est un des rares jeunes, entre guillemets, peints par Van Eyck, en tout cas au niveau des hommes. C'est un portrait absolument merveilleux. Quand même, les spécialistes reconnaissent en lui le plus faible de tous, au niveau, je dirais, de l'approche psychologique, peut-être par manque de temps. Troisième portrait, alors là, j'hésite pas à dire c'est une des plus belles peintures de tous les temps. C'est un de ces tableaux qu'on serait prêt à voler, où qu'il soit, et vivre devant dans une grotte. En tout cas, c'est mon cas. Je me lasserais peut-être de la grotte, mais pas du tableau. C'est l'homme au turban rouge, donc je ne vais pas vous faire perdre de temps à chercher son identité. Même Panofsky et les siens ne l'ont jamais retrouvé. Donc, homme anonyme, mais un des portraits dans lequel le volontarisme, la rectitude d'axe, je dirais, a été montré de la façon la plus magistrale qui soit. Cette œuvre prodigieuse est à la National Gallery de Londres, et dans le visage de nouveau, regardez à quel point tout est traité, toujours pour mettre en évidence cette fameuse acuité dont je parlais, minceur des lèvres, minceur de l'œil, jeu de rides également, absolument étourdissant. Puis nous avons un autre anonyme, celui-là conservé à Berlin, l'homme à l'œillet. Nous ne savons pas qui c'est, mais nous savons qu'il appartenait à la confrérie de Saint-André, dont il porte l'ordre ici. Œillet, symbole de fidélité, est-ce que c'est peut-être pour un deuxième mariage ou que sais-je? De nouveau d'ailleurs une fort belle étude, qui ne mérite peut-être pas qu'on s'y attarde plus. Puis le portrait de Lannoy, un grand homme politique, lui aussi, un peu comme le Rollin dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un de ces personnages de cour qui a passé de la cour de Bavière à la cour de Bourgogne et qui a laissé partout le souvenir d'un des hommes les plus droits qui soient. Je signale aux amateurs qu'il est un des tout premiers, sinon le tout premier, à avoir porté l'ordre de la Toison d'Or que justement le duc Philippe venait de créer. Et c'est certainement à l'occasion de cette remise d'ordre que le portrait a été commandé. Puis, le portrait de Jean de, nous disons Leuve, il faut prononcer Léo, paraît-il, Jean de Léo, qui était le doyen de la gilde des orfèvres de la ville de Bruges. Et de nouveau là, une œuvre absolument magistrale, tout en noir, comme vous pouvez voir, en dépit des restaurations, tout en noir, mais d'un noir qui va de l'ardoise au plus profond pour mettre en évidence la concision du portrait et le volontarisme de l'attitude. Le dernier portrait de Van Eyck est peut-être le plus émouvant, c'est celui de son épouse. Après avoir peint du grand seigneur au bijoutier, en passant par l'anonyme, je dirais, il a terminé cette sorte d'extraordinaire panorama de l'homme, de ses passions, de ses freins, de ses espoirs, en peignant tout simplement cette femme qu'il a épousée sur le tard, dont il a eu des enfants, un enfant en fait, sur le tard, et qu'il n'a pas tellement rendu heureux sur le tard toujours. Elle était en effet relativement acariâtre, d'après ce que nous savons, et surtout d'après ce que nous voyons, disons bien. Il n'en reste pas moins que c'est un portrait prodigieux de beauté, peut-être justement par la vérité, je dirais, de l'attitude recherchée ici. Regardez le visage. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il paraît qu'elle tenait bien le ménage, en tout cas, ça se voit d'ailleurs. Est-ce que vous avez remarqué, soit dit en passant, et sans l'ombre d'une ironie, tout le travail de plissé de la coiffe, absolument formidable. Alors, je dirais que vous avez vu vraiment là tous les portraits de Van Eyck, tous, sauf un. Mais le 1, je le gardais justement pour la fin, j'ose dire pour la bonne bouche, car maintenant nous voilà devant ce fameux double portrait des Arnolfini. Alors, juste avant d'y entrer, si vous permettez, 2 mots sur ces Arnolfini, parce que c'est quand même important de savoir de qui on parle. Le nom vous le dit bien, ça va de soi, Arnolfini, ça sonne italien, en plus il s'appelait Giovanni de son prénom. Giovanni Arnolfini était un homme immensément riche, immensément bien vu en cour de Bourgogne, donc en Flandre, où il était installé. Il était marchand et banquier, héritier donc d'une des plus puissantes dynasties de Lucca près de Pise, là-bas de soi. Il avait été envoyé par son père là-bas en Flandre. Comme il s'y embêtait à crever, on lui a donné une épouse tout aussi lucoise que lui, Giovanna née Cenami, ce qui a permis, point 1,
d'avoir une Italienne auprès du jeune homme, ce qui est rassurant, et point 2, de lier deux banques ensemble, ce qui non plus c'était pas une mauvaise affaire, disons bien. Vous assistez donc, paraît-il, au mariage du jeune Giovanni Arnolfini et de son épouse Giovanna Cennami, de Lucquois, fixés donc à la cour de Flandre. Ces deux personnages, on les a recherchés, on les a en fait retrouvés, des documents en tout cas. Ils sont arrivés en Flandre en 1420, lui mourra en Flandre en 1472, elle mourra en Italie aux environs de 1487-88, en ayant institué d'ailleurs une fondation à la mémoire de son époux chez les Augustins de Bruges. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur ces personnages. C'est l'aristocratie de l'argent, l'aristocratie du pouvoir, dans une génération jeune encore, mais qui sait parfaitement, si j'ose dire, où elle va. Le tableau, maintenant, 3 mots sur le tableau qui peuvent vous intéresser. Ce tableau a appartenu aux Arnolfini. Vraisemblablement, il a été vendu par Madame Arnolfini quand elle a quitté les Flandres pour aller mourir dans son Italie natale. Elle l'a bien vendu au plus grand collectionneur de l'époque. Il s'appelait Don Diego de Guevara. Diego de Guevara, c'est une des plus grandes collections d'art flamand qui soit. Donc c'est encore 15e siècle, c'est pas 19e. Hein. C'est un des Espagnols qui, à cette époque-là, vivait en Flandre. Elle l'a vendu. Diego de Guevara l'a gardé comme l'un des fleurons de sa collection jusqu'au jour où il en a fait cadeau à la régente des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche. Quand Marguerite d'Autriche est morte, elle l'a légué à sa successrice, c'est Marie de Hongrie. Et quand Marie de Hongrie a décidé de rentrer en Espagne, le tableau a fait partie de ses bagages. Il est donc passé en Espagne. Il a été exposé dans le palais royal, dans les palais royaux, dernier séjour à Madrid, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Dans le sac du palais royal de Madrid par les troupes de Bonaparte, il a été volé et il réapparaît en 1815 à Berlin, où il est vendu par un général français à un major de l'armée anglaise pour, tenez-vous bien, 70 livres sterling. Le major anglais l'emmènera chez lui à Londres et décidera un jour de le vendre et fera l'affaire de sa vie. Il le vendra 210 livres sterling. On aurait tous pu se l'acheter. Et c'est la National Gallery qui l'achètera. Et donc voilà comment aujourd'hui ce tableau est à Londres. Je me suis un peu attardé là-dessus, mais je m'étais juré de vous raconter chaque fois l'histoire au moins du tableau du jour, si l'on peut dire. Alors voilà ce chef-d'œuvre absolu dans lequel, bien sûr, on va se promener. Vous retrouvez cet étrange portrait d'Arnolfini. Vous savez vous savez que dans une cour de Bourgogne, en Flandre, où l'on parlait français, on ne l'appelait jamais Arnolfini, on l'appelait Arnoul le Fin. Hein, en ayant francisé son mot, mais ça lui va admirablement bien, parce que c'est vrai que ce physique extraordinaire qui est le sien pouvait parfaitement porter cela. Personnage très étrange d'ailleurs, vous diriez un peu maladif, il est mort en parfaite santé à plus de 60 ans, ce qui n'est pas si mal en cette période malsaine du XVe siècle flamand. Il a l'air évangélique, eh bien sachez qu'il a eu 2 procès en subornation de mineurs et 3 reconnaissances de paternité sur le dos dans les années 50-55 ans à peu près. Donc ne vous fiez pas trop à l'air évangélique qui est le sien. Quant à elle, la voici devant vous, et c'est, je dois dire, un des plus beaux portraits de jeune femme qui soit. J'aimerais que vous ayez remarqué, mais vous avez remarqué qu'elle se tient exactement comme se tenaient les saintes de l'agneau mystique. Et donc, s'il vous plaît, ça n'est pas une dame enceinte qu'il doit épouser à toute vitesse. C'est une dame bien qui se tient comme toutes les dames bien des années 1430, aussi simple que ça. Et on va voir encore quelques détails, parce que c'est là que réside tout l'intérêt. Tout se situe, comme vous le voyez, dans une chambre avec un magnifique lustre et sous le lustre un splendide miroir qui nous montre donc la scène à l'envers. Les Arnolfini sont vus de dos ici et 2 personnages entrent dans la pièce là. Et j'aimerais que vous ayez remarqué l'inscription Johannes de Eyck fuit
Hick, 1434, c'est-à-dire Jan van Eyck, fut ici, 1434. On va voir encore des détails, si vous êtes d'accord. Là, vous voyez encore mieux. Tout est peint à l'envers. C'est comme les Ménines, avec 2 siècles et demi d'avance. Hein. Tout est au fond un jeu de reflets, si vous le voulez. Vous voyez toute la scène vue de dos ici, des Arnolfini recevant, mais on retrouve tout. Regardez, les mandarines qui étaient sur l'appui de la fenêtre dans l'entier, vous les retrouvez là. Le lit à baldaquin, vous le retrouvez là. Bien entendu aussi le lustre, cela va de soi. Et, dernier détail que je voulais vous montrer, l'adorable petit chien que vous avez ici. Maintenant, je vais demander à notre chère opératrice de revenir à l'entier. Voilà, parce que c'est maintenant que ça devient intéressant, si j'ose dire. Ce tableau représenterait, selon les commentateurs, le mariage de Giovanni et Arnolfini et de sa fiancée, et peint par Van Eyck. Voilà. Eh bien, c'est pas possible. C'est pas ça le vrai sens du tableau. Donc, il y a quelques éléments iconographiques amenés par de récentes recherches que je trouve qu'il faut que vous sachiez, parce que ça ajoute encore à l'intérêt du tableau. Toute la symbolique traite du mariage. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le lustre avec une seule bougie allumée, symbole de l'union. Les jours de mariage, on allumait dans les chandeliers une seule bougie, symbole, encore une fois, de l'unité d'un couple. C'est le mariage. C'est l'idée de mariage, je veux dire. Les pantoufles de madame, les pantoufles de monsieur, dernier plan, avant-plan, c'est aussi une tradition de mariage. Au moment de la célébration du mariage civil, les mariés retiraient leurs chaussures par respect pour l'engagement qu'ils prenaient. Donc ces pantoufles abandonnées, symbole de mariage encore. Au deuxième degré, je dirais, il y a d'autres symboles intéressants. Le chien, symbole de la fidélité. C'est un mariage. Mais, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle tend sa main droite à un Arnolfini qui la prend de la main gauche. Ça a l'air de rien, direz-vous. Oui, mais ça ne se fait jamais. Jamais. Deuxièmement, elle ne voudrait pas que son geste à lui est un peu bizarre. Cette espèce de geste de bénédiction, c'est un peu bizarre. Alors, l'explication est extrêmement simple. Il est en train de se passer quelque chose de très précis. C'est le témoignage, ou si vous préférez, c'est la prise à témoin d'un mariage morganatique. La main levée, ça s'appelle matrimonium selon fides erecta. Main levée, fides erecta. Cela veut dire mariage civil et non pas mariage religieux. Et lorsque l'épouse donne sa main droite et que l'époux la reçoit de sa main gauche, cela veut dire que le mariage se consomme, s'officialise parfaitement, mais que ni l'épouse ni les enfants, s'il y a des enfants, n'auront droit à la succession. Mariage morganatique, selon fides erecta. Alors ça, un historien d'art ne peut pas le savoir, mais un juriste gothique le sait parfaitement bien. Donc, vous assistez à un mariage selon la fides erecta. Mon Dieu, ça vous fait une belle jambe. Ben, ça vous fait une belle jambe, oui, parce que les Arnolfini se sont mariés normalement. Giovanni Arnolfini a épousé sa fiancée normalement. Résultat, et ça commence à devenir intéressant, c'est pas les Arnolfini. Ou plus exactement, je vous livre le travail de détective des historiens d'art. C'est un Arnolfini, mais pas Giovanni. C'est Michele Arnolfini, frère de Giovanni, qui bel et bien a épousé une Élisabeth dont le nom de famille n'est jamais donné, ce qui est preuve qu'elle venait d'une famille de rang inférieur, et donc qu'il n'a pu l'épouser qu'à condition que le mariage soit morganatique. On a retrouvé ce Michele Arnolfini que Giovanni, le grand frère, a toujours traité comme moins que rien. Lorsque le grand Arnolfini est mort, pas un sou n'est allé ni à Michele, ni à son épouse, ni à leurs enfants. Donc, c'est bel et bien cela que représente le tableau. Et, j'en ajoute encore, parce que ça me paraît important, souvenez-vous de la signature Johannes de Eyck, Fuit Hic. C'est pas une signature d'artiste. Lorsqu'un artiste signe, il dit, Jean van Eyck, invenit, a inventé, pixit, a
peint. De Lavit a décrit, mais pas fuit hic a été ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous revenez s'il vous plaît au miroir. En fait, c'est extrêmement émouvant ce qui a été retrouvé. Cette mystérieuse Elisabeth, fiancée à Michele Arnolfini, était en fait connue de Jan van Eyck, qui a accepté d'être témoin. Fuit hic a été ici en tant que témoin. Et vous le voyez en rouge, c'est lui, c'est Jan van Eyck, accompagné d'un personnage en bleu, qui est l'autre témoin, il en faut toujours deux, et vous le savez bien. Le tableau n'est donc pas un tableau, c'est l'attestation de témoin que Van Eyck a offert à Michele Arnolfini et à Elisabeth, son épouse. C'est peut-être le seul portrait au monde qui soit beaucoup plus qu'un portrait, c'est un acte judiciaire de mariage. Alors je pensais que toute cette longue aventure méritait d'être signalée. Moi je trouve que ça en ajoute beaucoup à la poésie du tableau. J'ai presque fini, je vous jure, je voulais simplement vous dire que Arnolfini sera peint encore une fois par Van Eyck, toujours bien sûr le nôtre, Michele Arnolfini, dans un tableau absolument extraordinaire qui se trouve aujourd'hui à Berlin, quelques années plus tard. Je vous rassure tout de suite, le Michele Arnolfini dont je parle maintenant, c'est surtout pas celui qui allait trousser des boniches, c'est l'autre. Donc, la délicieuse jeune fille que vous avez vue, qui est donc Elisabeth et pas Giovanna, a été une femme heureuse et comblée face à un époux fidèle sa vie entière. Vous voyez que ça valait la peine de rester. Qu'est-ce qui restait encore à peindre à Van Eyck avant de passer? Mais il lui a resté à peindre un admirable petit tableau, la Sainte Barbe, que vous avez devant vous, qui est un prodige, une merveille, se trouve aujourd'hui au musée d'Anvers. Vous savez que longtemps les historiens d'art ont dit « Ah, œuvre inachevée, dernière œuvre, il est mort avant de l'avoir finie ». Nous savons maintenant par l'examen que cette œuvre est achevée, il la voulait comme cela. Alors regardez comme c'est merveilleux, c'est presque un retour aux premières œuvres, ayant tout peint. L'homme, la Vierge, le Christ, les paysages, ayant tout fait, il revient à la technique des premiers temps dans cette œuvre ultime, la technique du miniaturiste. Et je voulais simplement vous montrer, c'est un tableau qui fait 50 cm de hauteur dans l'état original. Donc vous voyez la grandeur du paysage qui est là. C'est de nouveau la technique hallucinante de la construction de cette église d'Anvers, en fait, à laquelle nous assistons, mais comme une sorte de construction de la tour de Babel. Autour de la Sainte, on voit les porteurs de blanc, on voit les contremaîtres, on voit tout cela, et surtout, on voit une des plus prodigieuses architectures gothiques qu'on puisse imaginer, tableau qui est en tout cas l'un des tout derniers de Jan van Eyck. Et regardez bien donc, il revient complètement des fastes de la peinture à l'huile pour se réinscrire dans une sorte de tentative de retrouver tout le métier qui était le sien et de devoir être bien heureux de voir qu'il peut se dépasser lui-même, car personne n'est allé aussi loin dans l'art du dessin que Van Eyck dans ce tableau. Alors vous comprenez, quand on voit les détails agrandis comme vous les voyez, avouez qu'il est absurde de dire c'est une œuvre inachevée et de peindre par-dessus. Je veux dire, quand on peint une esquisse, quand on dessine une esquisse pour peindre ensuite, on va jusqu'à un certain point, mais pas à ce point-là. C'est donc indubitablement une œuvre finie que vous avez là. En consultant les livres de raison, nous apprenons encore qu'il a peint un de ses tableaux les plus bouleversants, une sainte face, le fameux vrai visage du Christ. À l'heure actuelle, nous en avons deux à nous mettre sous la dent, si j'ose dire. L'une se trouve à Toronto, l'autre se trouve dans une collection particulière anglaise, mais indubitablement, et vous voyez, vous êtes historien de l'art, à votre murmure de mépris, j'ai bien senti que vous avez vu, c'est pas les originaux. Les deux œuvres que vous avez là sont de bonnes copies d'époque, la vraie Sainte Barbe de Van Eyck a disparu, ça aurait été son avant-dernier tableau, paraît-il. Un Saint-Jérôme, musée de Detroit aujourd'hui. Le tableau a été formidablement examiné ces derniers temps et il s'avère que c'est un Petrus Christus. En fait, il y avait une ébauche de Van Eyck pour ce petit Saint-Jérôme, laissé à sa mort complètement vraiment à état de dessin, et Petrus Christus l'aurait achevé, ce serait l'œuvre que vous avez sous les yeux. Il y aurait encore un grand tableau qu'on lui a commandé, qui est aujourd'hui au musée de Madrid, la Fontaine de Vie. Le tableau a disparu, la meilleure copie que nous en possédions, c'est ceci.
Donc si j'ose dire, et remarquez bien, dans ces derniers tableaux que je vous ai montrés depuis la Sainte Barbe, un espèce d'étiolement, je veux dire, et la Sainte Face, et même le Saint Jérôme, et surtout ce que vous avez sous les yeux, c'est un poil d'espan. Oui, mais n'oubliez pas, vous êtes devant un Van Eyck à la toute fin de sa vie. Ce sont certainement des œuvres achevées par d'autres sur un camailleux préexistant. Il ne faut donc pas le mettre à son actif. Mais vous admettrez que je ne pouvais pas finir là-dessus, ça aurait été vraiment trop affreux. Alors je vous montre le dernier Van Eyck, le tout dernier Van Eyck, retrouvé par l'histoire de l'art et sur lequel commencent à s'accorder à peu près tous les historiens d'art. Et c'est un tableau, à mon avis, bouleversant. C'est un des plus beaux tableaux qui soit. Ce tableau est au Metropolitan de New York. Il a été acheté par le Metropolitan de New York comme un Dierek Boots. Puis il est devenu un Petrus Christus. Puis il a passé pour un Van der Weyden. Et les derniers examens semblent prouver qu'il s'agit d'une œuvre ultime de Van Eyck. Et je dois dire que la noblesse de la composition, la beauté de cette architecture, le formidable dialogue entre cet ange en rouge et cette vierge en bleu, cette sorte de, je dirais, de frontière entre l'indicible et le disciple, ou si vous voulez, l'au-delà de l'humain et l'humain, par ce bouquet d'hélices, me paraît tout à fait appartenir à la poésie si propre à Van Eyck. Donc, je voulais terminer cette présentation de Van Eyck par quelques détails. Voilà l'ange. C'est aussi une très petite œuvre, d'ailleurs le grain de la peinture vous le montre bien, donc de nouveau vous mesurez l'aspect formidable de la reproduction. Voilà la Vierge, une des Vierges d'ailleurs les plus italianisantes jamais peintes par Van Eyck, si vous remarquez. Très 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 étrange, très belle, et rappelant un peu celle d'Antonello de Messine, d'ailleurs disons bien. Et comme c'est un symbole à mon avis suprême, on va terminer avec, voilà, une des plus belles choses jamais peintes, c'est juste cette porte, ce demi-vase et ces demi-lys qui apparaissent, symbole bien entendu de la pureté mariale, mais aussi, et je le disais tout à l'heure, symbole du passage entre l'ici-bas et l'au-delà, la Vierge et l'ange. En tout cas, ce soir, avec Van Eyck, j'espère avoir su vous montrer l'un des plus grands novateurs de l'histoire de la peinture, l'un des plus grands poètes de la peinture qui soit, et certainement un des plus grands peintres de la tradition occidentale. Et merci de votre attention.